So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Walk Up and Chose. Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je trouve ça tellement cringe. C'est parfait. Je suis comme, pourquoi tu ris? Ça fait genre 20 épisodes qu'on fait ça. Mais c'est parce que c'est correct que ce pas soit toi 20. qui le fasses, mais genre, on a l'air de quelque... Genre, on essaie de faire un duo comme un peu farfelu, genre... C'est comme dans le... Non, mais Oui. tu sais, comme dans le temps, quand on faisait genre des duos sur les boîtes répondeurs, genre, il y a deux personnes sur la même boîte répondeur, Oui. puis c'était juste awkward pour Vous tout le êtes monde. sur là. la bande de Dans le temps que ça Manon et existait. Denis. Denis, c'est le nom de mon papa. Je veux juste dire ça. Bon, ben, J'ai un Non, oncle qui yes. s'appelle Denis aussi. Ah, on les parfait. salue. On les salue. fait que à tous les Denis, cet épisode s'adresse à vous. Exactement. On commence comme ça. Exact. Fait que L'épisode au Denis. Oh mon Dieu, c'est parfait. ça va être un épisode Le titre de sérieux aujourd'hui. Denis. C'est ça qui arrive quand finalement on commence le podcast 1h30 plus tard que ouais. prévu, puis on a eu le temps de se familiariser l'un à l'autre exact. avant On de se connaissait commencer. pas avant d'arriver ici, dans le fond. mais Maintenant, on se connaît. On est rendu grand chum, on s'est Ouais. invité à Noël, tout. C'est ça. Fait que nouvelle invitée aujourd'hui, Chloé Rousse, comment ça va? Ça va super bien, merci vous aussi. Ben oui, ça va. Je voulais demander tantôt, mais je vous le redemande. Ça va encore bien, c'est bon signe. Super. Fait que Chloé, étudiante en nutrition, t'as quand même un background universitaire aussi un petit peu plus grand parce que t'as fait un changement de parcours à mi-chemin. Ben à mi-chemin, t'avais quasiment J'avais fini. là. quasiment fini, on pourrait en parler si vous voulez. Ben c'est ben, ça, fait que certainement. veux-tu peut-être te présenter un petit peu, présenter un contextualiser un petit peu pour Ben les oui, gens qui te connaissent de pas? problème. parle-nous de toi. Parfait. Donc, mon nom, c'est Chloé. J'ai 23 ans. Et, comme tu disais, je suis actuellement étudiante en nutrition. Mais j'ai aussi fait un bac en ergothérapie. Donc, maintenant, c'est quand même rendu 4 ans et demi, le parcours universitaire pour devenir ergothérapeute. Donc, moi, j'avais fait 3 ans. Donc, j'avais fait le bac complet. Puis, bon, j'ai eu un cheminement réflexif derrière tout ça. Je me posais des questions à savoir si j'étais vraiment à ma place. J'aimais l'ergo, mais est-ce que vous savez c'est quoi l'ergothérapie à la base? Parce que Oui, des fois, il y mais en a je qui pense qu'il y a connaissent pas beaucoup de c'est- personnes qui connaissent ça. Fait que C'est ça, Ben, j'allais c'était dire. ma ça. prochaine question. Avant de m'avancer là-dessus, je pense que c'est bien quand même de définir ce que c'est. C'est parce quoi et que- qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Ben non, c'est bien correct. Je vais répondre à la question parce que souvent, même si c'est une profession qui n'est pas récente, là, je pense que j'avais quand même fait mes recherches avant de venir ici. Puis c'est dans les premiers ordres professionnels aussi. Là, donc l'ergothérapie, là, je pense que depuis 1973, j'ai bien vu que c'est une profession qui est régie par un ordre. Donc c'est vraiment pas nouveau. Puis même encore là, c'est surprenant de voir à quel point les gens ne connaissent pas cette profession. 100%. Puis c'est vraiment une profession qui est super importante dans le système de la santé. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment les professionnels qui vont être les experts de l'adaptation. Fait qu'ils vont vraiment s'assurer d'accompagner, en fait, les gens qui vont avoir des limitations, que ce soit physiques, cognitives, sociales, à justement être capable de réaliser des activités qui auparavant étaient capables de faire, qui maintenant ne sont plus capables du tout. Fait qu'exemple, je sais pas, tu as un accident de voiture tantôt en revenant chez vous. Ouais, c'est ça. On Si, touche du bois. on touche du oui, bois. vraiment du bois. Quelqu'un, Puis- un Denis a un Un accident, Denis, mettons. oui, c'est ça. Un Denis a un accident, OK? On Puis, vous dédie l'épisode au Denis, ouais, mais ouais. mettons que t'as un accident. Mettons. C'est ça. Puis mettons que Denis, OK, il a son accident. Je peux pas croire qu'on dit Denis. Denis a un accident, OK? Puis là, il se ramasse avec une paralysie partielle du bras, OK? Il peut plus écrire. En plus, c'est sa main dominante, c'est sa main droite. Il peut plus écrire. Il peut plus s'entraîner au gym. Il peut plus faire les exercices qu'il faisait avant. Ben, tu sais, l'ergo, elle va vraiment l'accompagner pour être en mesure de continuer, de pouvoir l'aider à continuer de faire ce qu'il faisait avant. Fait que ça pourrait être via des adaptations matérielles. Fait qu'exemple, il existe des crayons spéciaux, justement, pour permettre... aux gens qui ont des paralysies d'écrire quand même de façon fluide. Pour l'entraînement aussi, il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment, bref, les experts de l'adaptation, de la vision plus holistique. Donc, c'est sûr que c'est difficile de définir ça rapidement, mais si je pouvais dire ça, ce serait pas mal ça. Souvent, pour probablement l'ergo. pour les personnes âgées, des affaires comme ça qui ont plus Oui. de mobilité réduite, des trucs C'est comme ça, ça. Je puis présume ça va que vraiment doit être, dépendre du milieu, un peu comme en nutrition d'ailleurs. Tu sais, une nutritionniste, exemple, en communication, en nutrition publique, ne fera pas la même chose qu'une nutritionniste en clinique, par exemple, ou même en agroalimentaire. Tu sais. Fait que Peux-tu c'est vraiment- développer là-dessus? Oh, oui, certainement, certainement. Sur chacun des domaines, des sphères. Parce que oui. dans ma tête, il y a une nutritionniste. Oui, Puis c'est vous vrai. faites toute la même affaire. C'est vrai que encore une fois, c'est un point qu'il faudrait peut-être un petit peu plus définir. Puis, tu sais, pour les gens qui sont dans le domaine, ça peut paraître évident, mais je vais être honnête, moi aussi, avant d'arriver, mettons, au bac en nutri, je savais pas que tu pouvais travailler auprès, mettons, des compagnies pharmaceutiques ou auprès des compagnies plus qui, tu sais, là, je parlais d'agroalimentaire, mais tu sais, ça peut être vraiment des compagnies plus privées, exemple, qui vont avoir besoin d'une nutritionniste pour évaluer leurs produits, évaluer l'étiquette nutritionnelle, voir est-ce que OK, ben je pourrais rajouter tel produit, tel nutriment pour optimiser le produit parce que
à la fin, c'est un petit peu ce qu'on veut, là, optimiser les produits, surtout pour ces compagnies-là. Mais aussi, mettons, si je m'en vais plus en communication, ben c'est un peu... moi, je suis pas encore nutritionniste, mais moi, je m'enlignerais peut-être plus vers ça, vers tout ce qui est réseaux sociaux. Fait que, des fois, on va en voir des nutritionnistes, on en nommer, là, il y en existe beaucoup, qui vont faire plus de la vulgarisation scientifique, vraiment. Puis ça m'intéresse beaucoup, là, ça m'interpelle énormément. Puis je pense que quand tu es en mesure de vulgariser un concept, c'est que tu le comprends très bien. Donc, je m'enlignerais plus vers ça. Donc, communication, compagnie agroalimentaire privée, nutrition clinique, ben c'est un peu ce qu'on va voir en milieu hospitalier aussi, fait que vraiment avec des cas médicaux spécifiques. Insuffisance rénale, limite, il y en a plein. Là. Sinon, agroalimentaire, ils font quoi? Agroalimentaire, c'est plus les industries. Fait que, mettons, je pourrais pas exactement rentrer dans les détails, je vais être honnête, là, mais parce que j'ai pas vraiment eu l'expérience là-dedans, mais c'est vraiment, il n'y a pas une grande partie là, des nutritionnistes qui œuvrent là-dedans. Je pense que c'est comme 2%, là, même pas. Là. Donc, et juge, vraiment... tu as fait du bon blé d'Inde cette année. Oui. C'est ça. Donc, il faudrait peut-être aller faire plus de recherches à ce niveau-là. Je pourrais pas te répondre, puis je veux pas dire n'importe quoi non plus à ce niveau-là. C'est bon, ça? Oui, c'est ça. C'est ceux qui s'occupent du guide alimentaire canadien. Ouais. Mais donc, c'est ça. Mais je te dirais qu'il y a environ, puis c'est approximatif, là, 75% là, des nutritionnistes qui vont œuvrer plus dans le domaine clinique. Fait qu'en milieu hospitalier, étonnamment, j'aurais pensé que là, avec la montée des réseaux sociaux, il y aurait eu plus de nutritionnistes en communication, par exemple, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là. Je pense que c'est comme de l'ordre de 3%. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que c'est sûr qu'on pourra en reparler un petit peu plus tantôt, mais ça laisse plus de place à certaines personnes qui vont dire des choses, qui vont avancer des concepts en nutrition qui ne sont pas nécessairement fondés sur des faits scientifiques. Non, on n'en voit pas. Vous en avez déjà parlé dans vos podcasts aussi. Les informations sur la nutrition sont top. Oui, c'est ça. Fait que c'est un autre débat, on pourra en parler tantôt. Mais c'est pas mal ça. Sinon, il y a d'autres domaines aussi qui sont en train de grandir tranquillement, d'autres sphères. Fait que encore un petit peu moins connu. Très cool. Puis qu'est-ce qui a fait que justement tu as fait le switch de ergo à nutrition? C'est ça. C'est surtout que tu avais quasiment fini. Là. Puis c'est deux domaines connexes, mais différents. Qu'est-ce qui t'intéressait de l'ergonomie? Puis qu'est-ce qui a fait, non, finalement, ça va être la nutrition qui m'intéresse? C'est ça. Il y a beaucoup de monde quand même qui me pose la question parce que, comme tu dis, c'est quand même deux domaines carrément différents. Il y a quand même des petites particularités qui se ressemblent. Vous allez comprendre. C'est dans la santé. Oui, non, ça, c'est sûr que c'est dans la santé. C'est sûr. Je te dirais qu'à la base, dans le fond, quand moi, je suis sortie du cégep, en fait, quand j'étais au cégep, moi, j'étais allée en sciences nature. Parce que je savais pas trop dans quoi m'en aller. Puis, tu sais, souvent, tu es dans la pression de tes études, tu sors du secondaire, là, tu te dis, je sais pas encore ce que je veux faire. Tu sais, t'as quoi, même pas 18 ans? T'as quel âge? 17 ans? Au cégep, t'arrives à 17 ans, oui. Fait que, à 17 ans, là, moi, j'avais aucunement la maturité pour savoir vers quoi je voulais m'en aller plus tard. Pour le reste de tes jours. De mes jours, c'est ça. Puis je me connaissais pas beaucoup comme personne non plus à ce moment-là. Puis, tu sais, les podcasts à ce moment-là, peut-être qu'il y en avait, mais j'étais moins intéressée, sûrement aussi à cet âge-là. C'était beaucoup moins populaire. C'était moins populaire, donc... bref, je me connaissais pas, donc je me suis dit, je vais aller dans un programme qui est exigeant parce que ça va m'amener vers des carrières qui sont exigeantes et attirantes, parce que moi, dans ce temps-là, j'associais comme tout ce qui était exigeant à attirant aussi, parce que c'était comme des défis pour moi. Puis j'avais aussi mes parents qui me poussaient quand même aussi vers des carrières qui étaient plus exigeantes, donc... J'étais allée faire mon Sciences Nature, puis Sciences Nat, c'est pas un programme qui est facile au cégep. T'es tout le temps dans tes cahiers. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé mon cégep, honnêtement. Là. J'ai vraiment pas trippé. J'étais tout le temps dans mes cahiers. Puis je suis quand même quelqu'un de social, qui aime ça aller à des événements, puis tout. Puis j'étais comme un peu brimée là-dedans. Puis en plus, j'ai terminé mon cégep dans la COVID, fait que ça n'a pas aidé. Ah, ça devait être une belle période, oui, ça. C'était une très belle période. Donc... d'arriver à la COVID dans tout ça, j'étais vraiment à côté dans mes études. Puis quand tu es à côté dans tes études, tu n'as pas nécessairement le temps de réfléchir à toi-même. Donc, j'étais vraiment comme dans l'optique de je vais y aller avec la cotère que j'ai. J'avais une cotère qui était quand même correcte. Là. Je pense que c'était comme 31. De quoi de même? C'était correct. Là, mais médecine, là, c'est quoi? 36, 35 de cotère pour rentrer là-dedans. Puis en même temps, ça me tentait peut-être pas d'aller faire autant d'années d'études. Finalement, ça va quasiment équivaloir avec mon changement de parcours, mais ça, c'était pas prévu. Donc, j'en avais discuté avec mes parents, puis mes parents, ils me voyaient beaucoup en ergothérapie parce qu'ils voyaient comme le côté créatif, comme j'ai vraiment un côté créatif, puis on pourra en reparler ça aussi, mais je fais beaucoup de création de contenu sur les réseaux, des vidéos culinaires, ça vient vraiment m'attirer. Mais dans le fond, l'ergothérapie, c'est quand même...
il faut quand même que tu aies un côté créatif, tu sais, pour trouver des adaptations qui vont vraiment être spécifiques à chaque individu puis aux conditions de chacun, tu sais. Fait qu'il me voyait beaucoup là-dedans. Mon père avait une connaissance aussi qui était ergo. Fait que, tu sais, il m'avait mis en contact avec elle. J'avais jasé un peu, puis tu sais, à cet âge-là, tu sais pas trop qu'est-ce que t'aimes, puis tout. Puis je m'étais dit, ben, tu sais, c'est quand même pas facile de rentrer là-dedans. J'ai la cotère pour rentrer, je vais m'essayer, tu sais. Puis il y avait quand même beaucoup de possibilités d'avancement là-dedans. Puis c'était une carrière qui était, comment dire, financièrement stable. Il allait avoir de la job là-dedans, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, avec la population vieillissante, des ergos, on en a besoin. Oui. Fait que moi, je m'étais comme fixée, mindée à comme, ben, ça va être une job qui va être quand même payante, qui va être stable, sécuritaire. J'étais comme attirée vers ça aussi. Fait que j'étais comme, je vais aller là-dedans, tu sais, je vais m'essayer. J'avais même pas fait d'autres demandes ailleurs. J'étais comme vraiment all-in en ergo. En fait, non, c'est pas vrai. J'avais fait une demande genre en architecture, mais c'était zéro relié. J'aime même pas les maths. Je sais pas pourquoi j'ai fait une demande là-dedans, là, tu sais. Okay. Mais, ouais. La fille a écouté How I Met Your Mother, elle aimait Ted Mosby, puis elle était comme ça, le fun. C'est en plein ça. Donc, j'étais allée faire mon ergo, puis en plein dans le COVID aussi. Fait que ça non plus, ma première année, ça n'a pas été super. Puis, ça a bien été. Tu sais, j'aimais quand même relativement ça, mes cours, mais... Tu sais, je vibrais pas non plus, tu sais, c'était pas ma place, honnêtement. C'était correct. C'était correct, mais sans plus, tu sais. J'aimais les études, mais est-ce que j'aurais vraiment aimé travailler là-dedans après? C'est différent. Puis je pense que qu'est-ce que j'aimais aussi de l'ergo, tu sais, c'était les études, oui, mais moi, comme j'aime ça, les défis, j'aime ça comme vraiment, quand même une certaine forme de pression, puis les études, ça me fournissait ça, mais... Quand je serais sortie, je pense pas que j'aurais eu carrément les mêmes défis. Peut-être que j'aurais pu m'en trouver si ça avait été vraiment ma place, mais ça ne l'était pas. Puis, je me suis rendu compte aussi en cours de processus que j'aimais plus le côté préventif que réadaptation. Comme, mettons, nutrition, c'est plus... oui, il va y avoir, mettons, le après, mais tu peux avoir aussi le côté préventif de dire, je vais faire attention, je vais te faire des recommandations pour que tu optimises tes habitudes alimentaires avant qu'il arrive quelque chose. Puis des fois, en ergo, dans bien souvent des cas, c'est après l'accident, après qu'il soit arrivé quelque chose. Fait que je me sentais moins utile à ce niveau-là. Puis j'avais moins le côté chimie, vraiment comme science derrière, que je retrouvais moins en ergothérapie. T'sais, ergo, c'est beaucoup d'anatomie. J'aime ça aussi, mais j'aimais plus comme le côté science, lire des articles. J'aimais ça, puis j'en faisais beaucoup dans mes passe-temps aussi. C'est un bon indicateur. Donc, je me retrouvais à faire plus de lecture en nutrition, en faire des petits documents, genre Excel, puis Word. Mes amis étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi tu fais des documents là-dedans? Tu n'étudies même pas dans ce domaine-là. Puis c'est là que j'ai comme eu un déclic de dire, mais tu sais, pourquoi je pourrais pas changer, tu sais? Fait que ça n'a pas été une décision qui a été facile, surtout quand je l'ai annoncé à mes parents, parce que, tu sais, eux autres, ils t'imaginent dans un domaine spécifique durant quelques années, puis finalement, tu te revires sur quelque chose d'autre. Fait que ça n'a pas été quelque chose de facile à leur dire, mais ils l'ont quand même bien pris au final. Puis, en même temps, tu leur annonces que tu t'en vas comme nutritionniste. C'est ça. C'est pas comme si tu leur annonçais que genre chez les études, je vais devenir DJ. Oui, DJ Chloé. C'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Rien contre les DJ, là, c'est une super belle carrière. C'est juste un les Denis qui sont des DJ, c'est on s'en veut pas. Vous êtes les tops, pour vrai. Ouais, c'est ça. Vraiment. Donc c'est ça, mais tu sais, je voyais quand même dans leur regard qu'ils étaient un petit peu déçus. C'est peut-être ma perception, mais comme, tu sais, puis je peux comprendre, tu sais, quand tu te fais vraiment à l'idée que ton enfant va devenir, je sais pas, moi, ergothérapeute dans ce cas-là, tu sais, tu te fais vraiment à l'idée que ça va être ça, puis au final, tu sais, c'est un peu, puis je comprends, là, tu sais, j'allais pas DJ, OK, mais tu sais, reste que tu changes quand même de carrière, puis c'est un aspect financier aussi, tu sais, qui est de dire, tu sais, nécessairement, c'est quand même, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, nutrition, c'est quand même 4 ans maintenant aussi. Donc, c'est quand même de réembarquer dans un processus d'études, mais de coûts derrière tout ça. Donc, tu sais, mes parents m'aident un peu. De payer pour un médecin. C'est ça, c'est ça. Tu sais, mes parents, je suis quand même vraiment chanceuse là-dedans. Tu sais, ils m'aident quand même à payer mes études, mais reste que je paye une partie. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on avait convenu à ce que je fasse, mettons, un parcours de 4 ans et demi. Tu sais, fait qu'eux autres, tu sais, leur budget, c'était comme planifié autour de 4 ans et demi, puis je peux comprendre, à leur place, j'aurais fait pareil. Ah oui, 100%. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus cet aspect-là que c'était comme à reconsidérer. Puis on est convenu, on s'est rendu compte qu'on était correct, tu sais, qu'on allait poursuivre vers ça. Puis finalement, je suis bien heureuse à ma place en ce moment. Puis je suis bien contente d'avoir fait le move. Mais tu sais, ultimement, je pense que c'est ça l'important. Tu sais, faut que tu te vois faire ce que tu vas faire. Ouais. Moi, il m'est arrivé la même affaire. Moi, j'étais en technique de loisirs au cégep, jadis. Je savais pas. Puis, ouais. Ben, ça fait longtemps. Là, je veux dire, j'ai lâché le cégep en 2016, genre.
Puis, mais c'est ça, mais moi, ça avait été ça, là, comme j'avais fait. J'étais rendu à ma 5e année parce que moi, j'avais comme des fois soit abandonné des cours pour alléger mes sessions ou j'en avais poché quelques-uns. Moi, j'étais vraiment paresseux au cégep, là. Puis, en dehors du cégep aussi, je suis vraiment quelqu'un de paresseux en général. Mais moi aussi, c'était le même principe. Là, j'étais arrivé à ma dernière session où il me restait littéralement un stage puis 2 cours de base, c'est tout, là. Puis, j'étais arrivé puis j'ai fait comme, non, c'est pas ça que je veux faire. Mais il a fallu que je prenne le temps de m'asseoir avec mes parents puis de faire comme, guys, we need to talk. Puis, mais tu sais, je veux dire, ultimement, c'est sûr qu'ils ont le côté où est-ce qu'ils sont comme, c'est sûr que c'est pas que tu es décevant, c'est juste que nous, on s'était fait des attentes par rapport à ce que tu faisais, mais tu sais, les deux m'ont dit la même affaire, ils étaient comme, oui, ça aurait pu être le fun que tu le finisses, mais ultimement, on le voit que t'es pas bien en ce moment. Ben, c'est ça. Puis, vas-y. Non, mais il peut y avoir le stress aussi pour les parents de tu changes là, mais tu vas-tu changer encore? Comme, OK, là, c'est ça qui t'allume, mais genre, t'as d'autres passions dans la vie probablement. OK, mais là, tu vas-tu nous annoncer dans 1 an, 2 ans que tu vas. Fait que, tu sais, puis c'est pas que c'est grave, mais c'est que pour un parent, ça reste que. OK, mais on commence à avoir peur financièrement pour ta situation parce que tu avances en âge puis tu n'es toujours pas placé. Mais moi, c'était pas à l'école, mais c'était de passer de justement job en comptabilité stable, à je vais être entraîneur et naturopathe puis comme coach en ligne. Chose que mes parents étaient comme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, encore une fois, je pense qu'une fois qu'ils voient qu'on est épanoui, ils sont comme OK, ça. Je peux respirer, tout est beau. Puis je pense que honnêtement, j'aurais peut-être fait le move de changer pour aller en nutrition 1 an avant, si ça n'avait pas été la pression que je me mettais face à l'annoncer à mes parents. Tu sais, ça a été vraiment difficile parce que, tu sais, mes parents, pour moi, c'est vraiment comme... leur opinion est très importante, tu sais, puis je me vois beaucoup dans leurs yeux aussi. Puis j'essaie de me détacher de ça, mais reste que c'est quand même difficile quand toute ta vie, tu as été dans ce mindset-là. Puis, bref, quand je l'ai annoncé, ça, comme je vous dis, ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, c'est ma perception. J'ai comme vraiment eu l'impression qu'ils étaient déçus, mais on a eu des discussions après, puis ils n'étaient pas nécessairement déçus, mais c'était quand même une certaine forme de deuil derrière tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'a vraiment comme poussée à l'annoncer, c'est de me dire que peut-être que dans l'immédiat, ça allait comme les blesser en quelque sorte, mais qu'au long terme, de me voir vraiment éteindre dans mon futur métier, de me voir comme zéro épanouie, ça allait être encore plus difficile pour eux, tu sais. Fait que ça a été vraiment ça qui m'a... Oui, puis c'est encore plus difficile si tu es éteinte au point que tu veux quand même changer de carrière. Ben, c'est ça. Puis pendant que tu es bien ancré dans ta carrière, là, tu fais faudrait que je retourne aux études. C'est encore plus difficile de faire le move que quand tu es encore dedans. Là. Effectivement. Oui, puis c'est drôle parce que j'avais la conversation hier avec une fille que je connais qui était en prep pour faire Papaye qui s'en vient. Là, au moment où on enregistre, il est à plus ou moins 6 semaines. Puis... on s'était mis à jaser un petit peu hier, puis je demandais un update, tu sais, puis comment ça se passe ta prep, tu sais, 6 weeks out, habituellement, ça commence à devenir rough, tu sais. Puis c'est ça qu'elle me contait, elle était comme, j'ai lâché finalement, là, comme les dernières semaines, ça a été fucking raide, j'ai eu comme un espèce de breakdown duquel, comme, je me suis pas remis, puis en tout cas, bref. Elle me contait un peu comment ça s'était passé, puis ça avait été plus rough les dernières semaines, puis elle me contait justement qu'elle a dit une des affaires les plus tough là-dedans, c'était la pression, entre guillemets, sociale qui venait avec, parce que veux pas, souvent quand le monde sont en prep, ça se poste en story, hey, on est rendu à 7 weeks out, 8 weeks out, peu importe, puis tu poses des updates, tout ça, puis... Mais, tu sais, on s'en reparlait un peu après, puis j'étais comme, je dis, honnêtement, là, la plus grosse pression, c'est celle que tu te mets toi-même sur ses épaules, parce que c'est sûr que les gens vont regarder, puis vont développer un intérêt, puis surtout quand tu poses tout le parcours, ben, comme les gens s'investissent en toi, je dirais ultimement, là, si tu dis que tu filais pas bien puis que tu lâches, que tu arrêtes, peu importe quand, c'est sûr qu'il y en a qui étaient investis qui vont être comme Colin, c'est poche pourtant, mais tu sais, comme, ultimement, ils vont oublier dans une semaine ou deux. Puis ultimement, c'est toi qui vas vivre avec ta décision aussi, c'est pas les autres qui vont vivre avec comme ta décision. Ben, c'est ça, exact. Comme Jess dit souvent, l'affaire qu'elle dit que j'aime beaucoup, c'est quand les autres vont vivre avec les impacts de mes propres décisions, ils pourront avoir leur mot à dire. Quand les autres vivront avec les conséquences de mes actes, ils auront leur mot à dire en attendant. Exact, mais c'est ça, je lui disais, j'étais comme, tu sais, ultimement, c'est de la pression que tu te mettais toi-même par rapport à ça. Parce que, tu sais, puis je veux dire, on est souvent nos plus grosses critiques. Là, on se met de la pression, mais ultimement, c'est qu'on se met souvent de la pression pour les autres en pensant que les autres nous mettent de la pression, puis on pense que cette pression-là provient des autres, mais ultimement, on se la met nous-mêmes, cette pression-là, ses épaules, puis quand on leur en parle, des fois, il y a peut-être une conversation awkward au début, mais après ça passe, puis c'est tout. Là. 100%, puis je vous invite encore une fois, tout le monde, à lire les 4 accords Toltec. Les quoi? Je connais pas. Les 4 accords Toltec, il est disponible en audio sur Spotify. On en avait parlé avec Chris dans un autre podcast, mais les 4 accords, là, en gros, là, c'est ne prends rien personnel, que ta parole soit impeccable, fais toujours de ton mieux et n'assume jamais rien. Fait que si tu vis selon ces 4 accords-là, tu t'enlèves
automatiquement la pression sociale. Souvent, on va assumer, on va se faire des scénarios Présumer. Non, on va assumer. Imaginer, OK, Parce non. que c'est n'assume rien. OK. Mais on va assumer ce que les autres pensent dans leur tête. On va faire, mais tu sais, si je pose ça, ils vont peut-être penser telle affaire. Si j'amène mes repas... Ça, c'est présumé. Ouais, mais en tout cas, Peu importe. ils vont... Assume puis assume, c'est pas la même chose. Ouais, c'est parce que c'était en anglais. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que tu vas t'auto faire des scénarios dans ta tête. Fait que si tu ne présumes rien, si tu n'assumes pas ce que les autres... You don't assume ce que les autres ils vont penser. Présumé. Ouais, en tout cas, si tu présumes pas ce que les autres vont penser, tu t'enlèves déjà cette pression-là. T'es comme... Ce que tu penses dans ta tête, je le sais pas, puis c'est pas à moi de le penser à ta place non plus. Après ça, si tu prends rien personnel, même si tu n'avais pas présumé ce que l'autre a dit puis que c'est quand même négatif, tu le prends pas personnel. C'est pas une réflexion de toi, c'est une réflexion de la personne envers toi. Si ta parole est impeccable, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu vas avoir un fil de, comme tu l'avais dit, je le pense réellement. Fait que c'est quelque chose qui est bien, qui est constructif et je le pense sincèrement. Fait que même si c'est pas nécessairement la meilleure chose que tu pouvais dire, à ce moment-là, c'est ce que tu vivais réellement. Fait que ta parole soit impeccable, puis fais toujours de ton mieux. Peu importe c'est quoi que les autres vont dire, si tu fais toujours de ton mieux, tu as fait de ton mieux. Je veux dire, même si tu avais voulu faire quelque chose d'autre, tu ne pouvais pas, tu as fait de ton mieux. Fait que si tu vis selon ces 4 accords-là, automatiquement, ça enlève énormément de pression. C'est de se ramener à y penser aux 4 accords quand tu prends des décisions. De s'arrêter aussi, de s'arrêter puis de prendre du temps pour ça. Dans un monde où tout bouge aussi, là, ça peut devenir difficile. Là, puis souvent, je me compare beaucoup avec mes amis aussi, mettons, qui sont dans le domaine plus de l'université. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute des podcasts quand même. Hein. C'est quand même étonnant. Là, je veux dire, en tout cas, dans mon domaine, en nutrition, comme dans les débuts, j'ai pas beaucoup de mes amis qui écoutent ça. Puis même dans ma cohorte, je sais pas pourquoi, hein, c'est pourtant comme... c'est pas comme s'il en manquait là, du choix. Non, tu sais, je veux dire, moi, mettons, dans le monde, plus comme des réseaux sociaux, on dirait que dans ma tête, tout le monde écoute des podcasts. Là, mais je me rends compte que plus à l'école, dans un milieu scolaire, c'est pas tout le monde qui est informé par rapport à certaines choses sur eux-mêmes, puis sur... les podcasts qui existent, il y en a tellement, comme tu dis maintenant, que c'est facile d'aller chercher l'information. Oui, l'affaire avec les podcasts, par contre, c'est que maintenant, il y en a tellement qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent aussi. C'est trouver la bonne information, on va dire ça comme ça. C'est ça, exact. Fait que, c'est pour ça que c'est une affaire qu'on rappelle tout le temps, mais à un moment donné, oui, faites vos recherches, mais validez vos recherches. Parce que juste faire des recherches pour de l'information, tu peux trouver... Si tu as un biais, tu es capable de trouver quelque chose qui va confirmer ton biais. Là. Même en science. Ben oui, c'est ça, exact. Puis je veux dire, on en a parlé dans un podcast récemment aussi, mais je veux dire, il y a un fuck ton de PhD qui disent des affaires complètement différentes, puis ils ont tous le même titre, là. Fait que... Oui, j'ai vu justement une vidéo ce matin du prochain épisode que vous alliez... Oui, je l'ai posté tantôt, justement, c'est ça. En lien avec ça, là, mais c'est des belles discussions, ça aussi, à avoir, comme quoi un titre, ça donne pas tout le temps la compétence d'une personne, carrément. Puis, en m'en venant ici, là, juste les permis de conduire, ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, c'est tout le monde qui a suivi ses cours de conduite, qui a un permis de conduire qui est un bout de papier, qui est un titre, entre guillemets, on pourrait faire une analogie avec ça. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui sait conduire. T'sais, on va se le dire, là. Non, c'est un fait. Vraiment pas. Fait que c'est beau. C'est un bon exemple. c'est vraiment un bon exemple. Oui. Fait que non, c'est pas donné puis à tout le monde. Puis surtout en nutrition, des fois, je trouve que les impacts de nos paroles peuvent être quand même assez énormes là, sur la santé physique, mais aussi psychologique là, des gens qui vont écouter. Puis ça bouge tellement vite, sur les réseaux sociaux aussi. Tu peux dire une chose, puis ça se ramasse. Caroline, 100%. Au Japon. Là, ben, c'est ça. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, des fois, je me fais poser des questions, puis volontairement, je n'y réponds pas. Ou du moins, je réponds de façon très générale parce que je suis comme... Je pourrais répondre à ta question parce que je la connais, la réponse. Mais la vérité, c'est que si je te donne cette réponse-là, les chances que tu obsèdes sur quelque chose qui n'aura vraiment pas un si gros impact sont très élevées, puis ça va ultimement te détourner de c'est quoi le big picture. Mais ça va te nuire plus que d'autres choses. C'est ça, parce que tu me poses une question sur un détail, puis ultimement, si je réponds à cette question-là, je le sais qu'après ça, tu vas essayer de me poser d'autres questions ou que tu vas focusser vraiment sur ce détail-là, mais ultimement, c'est pas ça que tu as besoin de faire en ce moment. Mais j'aimerais ça justement qu'on discute de... Parce que en tant que nutritionniste... C'est ça qu'on fait depuis à peu près 20 minutes. On parle des Denis. Ça fait 25 minutes qu'on parle de Denis. Mais quand on discute de... vous, les nutritionnistes, vous avez certains barèmes à respecter, I guess, sur ce que vous pouvez dire, et particulièrement en public et ou sur les réseaux sociaux, versus les gens qui ne sont pas tenus de l'ordre, qui peuvent dire ce qu'ils veulent, dans le fond. Là.
qu'est-ce que vous avez le droit, pas le droit? C'est quoi, vous, vos guidelines versus ce qu'on entend sur Internet? Parce que, tu sais, là, on vient de le mentionner, mais souvent, des propos noirs ou blancs, tu sais, j'en vois plein, là. C'est comme... beaucoup. Je vais reprendre mon exemple du lait d'avoine, là, mais de comme... Je l'ai pas entendu, moi, en fait. Oh mon Dieu. Il y a une Correct. fille, Je veux l'entendre. Et elle est part. Il y a une fille random sur Reel Instagram, là, puis là, TikTok aussi, elle partait sur le fait, elle met un gros close-up sur le lait d'avoine en disant que, ben là, c'est full pas bon, là, c'est plein de mauvaises affaires, puis c'est plein de sucre, en montrant qu'il y a 0 g de sucre décrit sur la bouteille. Puis là, elle dit, c'est le pire lait que tu puisses prendre. Puis là, elle donne plein de raisons. C'est fucking inflammatoire. Oui, c'est full inflammatoire, puis blablabla, en tout cas. Est-ce que c'est le meilleur lait que tu puisses prendre? C'est relatif au reste de ton alimentation. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, mais il y a beaucoup de propos comme ça. Les huiles végétales, c'est le démon. Si tu bois un café en te levant le matin, tu vas fucker ton... Tu sais, il y a plein de claims comme ça, puis malheureusement, c'est ça qui pogne. Oui, mais en tant que étudiante en nutrition, mais futur nutritionniste, mais on comprend. C'est quoi les barèmes que les gens devraient regarder sur les réseaux sociaux de « OK, mais ce genre de message-là, c'est professionnel, puis ça, c'est un red flag ». C'est quand même assez difficile. Puis, si on peut faire un peu une mise en contexte, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, dans le fond, ce qui va vraiment nous différencier, nous, des nutris versus les influenceurs, on va les appeler comme ça, là, pour simplifier, c'est que nous, on va être vraiment régis par un ordre professionnel. Puis je pense que vous avez déjà défini ce qu'était un ordre professionnel dans vos anciens probablement, épisodes. mais veux-tu comme peut-être renchérir? En gros, il y a plusieurs professions, en fait, qui sont régies par un ordre professionnel, comme il y avait les ergothérapeutes, mais il y a aussi, pharmaciens, les médecins, psychologues. Il y en a plusieurs, tu sais. Les nutritionnistes aussi sont régis par un ordre, puis l'ordre professionnel va vraiment s'assurer à ce que nous, on respecte un certain code. C'est un code de déontologie, mais en gros, c'est comme un gros manuel qui nous dit certaines lignes éthiques à respecter. OK? Puis il y a certaines valeurs qui reviennent souvent dans ce code-là qu'il faut vraiment respecter à tout prix. Puis d'après moi, c'est quand même vraiment correct dans une certaine mesure. Puis il y a certains concepts qui reviennent vraiment souvent qu'on doit respecter en tant que futur nutritionniste. Sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas l'exception. Il faut vraiment continuer à respecter ce code de déontologie-là. Puis, il y a plusieurs articles, il y en a vraiment plusieurs, là, je ne les connais pas par cœur pour être 100% honnête, mais l'impartialité, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans les articles du code de déontologie. Puis l'impartialité, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, c'est vraiment de demeurer objectif, ne pas donner d'opinions personnelles qui sont zéro basées sur des faits scientifiques. Puis ça, sur les réseaux sociaux, on voit souvent ça. Les influenceurs qui vont émettre une opinion personnelle par rapport à un produit qui, eux, ont essayé, qui a fonctionné pour eux, mais c'est pas parce que le produit fonctionne sur toi qu'il va fonctionner sur toute ta communauté, sur tes 100 000 abonnés. Et vice-versa, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour toi que ça fonctionne pas pour les autres. Exactement, puis on le voit souvent, puis on le redit encore et encore, la nutrition, c'est spécifique à chaque personne. On parlait du collagène tantôt, c'est pas parce que ça va fonctionner pour toi que ça va fonctionner pour moi. Puis ça, des fois, c'est plus difficile à comprendre chez certaines personnes. Puis je peux comprendre dans une certaine mesure que quand tu vois, mettons, une personne que tu idolâtres un peu, puis tu vois que ça a fonctionné pour elle, bien, tu veux être comme elle, tu veux faire comme elle. Fait que, tu vas aller vers des choses qui sont pas nécessairement fondées sur des faits, mais qui fonctionnent. Fait que fonctionnent sur la personne en question. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment super important. Fait que, moi, en tant que futur nutritionniste, par exemple, je dois demeurer dans l'impartialité. Fait que je pourrais pas, exemple, recevoir un produit. On va donner un exemple. Je pourrais pas recevoir... Unboxing! C'est ça, unboxing. Oui, c'est ça. Recevoir un produit, exemple, peu importe, une vinaigrette, par exemple, puis l'ouvrir, faire une vidéo dans laquelle je dis, puis j'énonce « Oh, wow, ce produit est fantastique, je le recommande », puis de juste dire ça, sans aucune nuance, puis juste d'associer ton titre à une recommandation comme ça dans un vidéo, je veux dire, c'est contraire à plusieurs articles, en fait, du code, parce que, tu sais, comme nous autres, notre titre de nutritionniste, il y a beaucoup de monde qui accorde beaucoup de poids à ce titre-là, qui vont vraiment associer une certaine forme de crédibilité, puis c'est pour ça qu'on est protégé aussi par un ordre professionnel, c'est pour garder cette crédibilité-là, tu sais. Puis souvent, juste le fait de dire que tu adores un produit ou que tu le recommandes, même sans dire que tu le recommandes, juste de dire que tu adores un produit, certaines personnes pourraient voir ça comme une recommandation un peu déguisée ou une promotion déguisée. Puis ça, c'est vraiment comme un biais cognitif aussi de se dire, mais là, elle est nutritionniste, elle sait de quoi elle parle, donc ce produit, si elle l'aime, c'est qu'il est excellent. C'est ça. Fait que ça, tu sais,
c'est vraiment, il y a plusieurs zones grises dans ce code-là, en tout cas de ce que je perçois. Mais dans cette mesure-là, on ne pourrait pas vraiment aller dire des choses comme ça. On pourrait dire, par exemple, OK, tu reçois une vinaigrette, produit gratuit, d'analyser vraiment comme l'étiquette ensemble dans une vidéo, puis d'amener plus le côté éducatif. C'est vraiment surtout ça, là, je dirais, c'est vraiment d'apporter des nuances, oui, mais de rester dans l'éducation, parce qu'avant tout, c'est un peu ça le rôle d'un nutritionniste. C'est en communication, c'est d'apporter la vulgarisation, mais d'apporter aussi, tout ce qui est étiquette nutritionnelle, d'expliquer tout ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment super important à respecter. Sinon, la transparence aussi, là, c'est vraiment important de dire que c'est une collaboration. Ça, il faut vraiment le faire parce que sinon, ça peut entrer en contradiction avec certains articles aussi. Puis des fois, je trouve que c'est pas tout le temps évident de voir, tu sais, comme exemple, les influenceurs qui vont être en collaboration avec des compagnies. Des fois, c'est vraiment évident. D'autres fois, il faut que tu ailles faire plus de recherches pour te rendre compte que, finalement, elle, ça a comme fonctionné pour elle, entre guillemets, son produit parce qu'elle se fait payer par la compagnie, tu sais. Puis des fois, tu sais, les gens qui sont dans le domaine, ça peut peut-être être plus évident de remarquer ça, mais mes parents, là, ils s'en rendent pas compte ça, que non, c'est ça. Non, vraiment pas. Puis des fois, c'est pas écrit non plus de façon super évidente. Fait que ça aussi, il faut vraiment respecter plus cette balise-là. Puis sinon, je dirais, tu sais, ça revient un peu au même, mais tu sais, dans l'aspect d'être crédible, dans l'aspect de garder notre crédibilité, il faut vraiment comme se baser sur des données scientifiques, puis ça revient souvent, puis vous en avez déjà parlé dans vos épisodes précédents, mais de se fier sur des données probantes, c'est vraiment comme super important. Puis je pense que c'est comme, tu sais, on a parlé de l'impartialité, de la transparence, mais la crédibilité associée à qu'est-ce que tu dis, associée à, qu'est-ce que tu dis, mais par quoi tu le bacs, par des études scientifiques, ça, d'après moi, c'est vraiment plus important aussi encore, là, tu sais. Oui, puis je pense que vous avez un peu plus de capacité de discernement des études parce qu'on l'a dit tantôt, tu peux faire dire ce que tu veux avec la science, il y a des études pour tout. Oui, tu veux prouver ton point, c'est sûr qu'il y a une étude. Exact. Mais de mieux connaître, mettons, le niveau de crédibilité des études, le niveau de méta-analyse, ça vaut plus qu'un study case sur des rats, mettons. Effectivement. Mais ça, on le voit aussi dans nos cours, puis on a plusieurs cours aussi en lien avec justement la recherche, comment analyser une étude, comment voir si elle est pertinente, comment voir si c'est les conclusions, justement, comme tu disais, de méta-analyse et tout, c'est vraiment comme des trucs qui peuvent être partagés au public par la suite, qui sont vraiment fiables. Fait que ça, c'est important. Puis on a plusieurs cours là-dessus. Puis c'est pas tout le monde qui est formé nécessairement comme en lien avec ça. Tu sais, les influenceurs, on en parlait, tu sais, ils n'ont pas nécessairement une connaissance. Certains peuvent en avoir une parce qu'ils ont un intérêt à aller chercher dans des articles scientifiques, mais c'est pas tout le monde qui a cet intérêt-là. Puis c'est pas tout le monde qui est autodidacte à ce point-là aussi, tu sais. Fait que c'est facile d'aller trouver, exemple, je suis influenceuse, je m'en vais trouver l'information dans une autre vidéo que j'ai vue ailleurs. Puis là, après ça, c'est comme un peu du bouche à oreille, tu sais, tu augmentes tout le temps ton risque d'erreur, tu sais, c'est un peu comme le téléphone arabe, là, tu sais, ça augmente le risque d'erreur, puis l'erreur peut être plus grave quand ça arrive mettons, au client ou à la personne qui va écouter, qui va utiliser ce conseil-là, tu sais. Ouais, selon les études, selon les 8 TikTok que j'ai regardés dans mon Ah ouais, c'est ça, exact. Il y a un gars que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle Dr. Ids. C'est un docteur en nutrition. Lui, je pense qu'il est en Angleterre. Okay. Puis, il fait beaucoup, comme la grande majorité de son contenu, c'est lui qui react à certains contenus qui sont justement complètement faux, erronés, puis il démontre comme avec les études pourquoi ça fait pas de sens. Puis il en avait fait un récemment où est-ce qu'il avait répondu à, je me souviens pas quoi, puis c'est même pas important, mais la personne, le gars à qui lui avait react, lui avait envoyé un DM après, puis il a fait comme hey Thomas, si jamais t'as besoin de preuves, regarde ça, puis il a envoyé juste la vidéo de Gary Brecka. Il a pas envoyé des études, il a juste envoyé comme le post de quelqu'un d'autre. Il est comme, tu comprends clairement pas comment ça fonctionne. Comme le dude qui nous avait envoyé une vidéo comme ça, là. Oh mon Dieu, il y avait ça fait un petit bout. Fait que, je sais parce qu'il y a un gars, ça fait à peu près... Un dude dans nos indésirables. Ça doit faire au-dessus de 2 ans de ça, mais à un moment donné, en tout cas, on parlait... récemment. Non, mais en tout cas, moi, je me souviens de celui-là, mais où est-ce qu'il y a genre à peu près 2 ans, là, on parlait d'édulcorant, parce qu'on parle tout le temps d'édulcorant. C'est encore pour ça. Parce que c'est encore d'actualité. Mais il y avait un gars qui nous avait envoyé genre des messages de hate. Comme on était des estis de cave de dire que les édulcorants, c'était pas dommageable pour la santé. Et sa référence, c'était Isabelle Huot. Ouais. C'était juste ça. Mais récemment, il y en a un autre, parce que je t'avais envoyé, puis tu m'as dit, ouais, moi aussi, il m'a écrit. Un autre pour ta vidéo de sucralose, qui avait répondu en commentaire. Ah oui, je me souviens. Puis là, on y avait juste répondu en commentaire. Puis
avec des études, parce qu'il voulait des études, I guess. Il nous a juste DM avec un reel d'un gars fucking random. Le gars, il n'y a pas de titre, il n'y a pas rien. Ce gars-là, dans sa vidéo, dit que le sucralose, c'est genre pas bon. C'était ça là, son argumentaire. Un débat comme... Ça va jamais finir, ce débat-là. Non. Oui, mais c'est parce que le débat existe seulement parce qu'il y a des gens qui savent comment interpréter la littérature scientifique, puis il y a des gens qui le savent pas. Parce que ceux qui sont capables de l'interpréter puis qui n'ont pas de biais cognitif sont capables de faire comme les édulcorants en dosage minime devraient pas avoir de problème à moins que tu sois une exception. Il y a toujours des exceptions, on le rappelle, contexte, nuance. Mais pour la grande majorité des gens, c'est correct, en faible dosage. Tu devrais pas avoir de problème. C'est quand on monte dans des dosages super élevés que là, possiblement, on le sait même pas encore. Puis il y a les autres qui ont les biais cognitifs émotifs qui vont faire comme non, c'est de la merde, ton microbiote, puis des affaires de même. Puis leur seule référence, c'est des posts de quelqu'un d'autre. Trust me, bro. Mais c'est ça. Mais je parlais avec une fille aussi récemment qui me racontait qu'elle s'était fait coacher. Puis elle savait, au-dessus de, mettons, tant de grammes de carbs dans sa journée, son corps réagissait mal. Rétention d'eau, inflammée, comme son corps ne réagissait pas bien. Ses coachs l'ostinaient de comme, non, mais oui, t'es capable. Puis elle était comme, non. Puis elle a quitté ses coachs. Puis elle s'est mise à manger selon ce qu'elle voyait que son corps réagissait bien. Puis aujourd'hui, elle va super bien. Mais comme, il y a ça aussi, on dit tout le temps, oui, les carbs, mettons, c'est super bon, c'est ici, c'est ça. Je veux dire, les gens qui ont le cancer, on leur donne pas toutes des diètes cétogènes, mais ça peut être une diète qui est utile pour certaines personnes dans certains cas. Fait qu'encore une fois, ça revient. Hein? C'est pas parce que ça fonctionne pour toi que ça fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. Tu sais, j'adore les carbs, mais si tu vois que la personne réagit pas bien, je veux dire, tu sais, moi, mettons, les gras, j'ai plus de difficultés. Si tu vois que ça passe pas, que tu as mal tout le temps, mais peut-être que tu peux faire attention. Tu sais, t'es mieux placé que n'importe qui pour connaître comment ton corps fonctionne. Puis un autre exemple de ça fonctionne pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, juste les allergies alimentaires. Là. Mettons, là, t'es avec quelqu'un, là, moi, je te dis, Simon, si je mange du beurre de pinot, là, je meurs. Ben, tu devrais pas manger de beurre de pinot parce que moi. Bitch. Ben, c'est ça. Fait que moi. Je t'aime pas, là. Ben, c'est ça. Mais, mais comme, c'est pas parce que quelqu'un est allergique à quelque chose que la planète au complet est allergique à. Il y a certains aliments qui sont poisons pour tout le monde. Mais. On vous recommande toujours pas l'arsenic. Oh, non, vraiment pas. Idéalement pas. Il y a des petits fruits rouges aussi dans la forêt qu'il faut pas manger. C'est pour les oiseaux. Oui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais outre ça, ça reste plein d'exemples que pourtant sont dans leur face, mais comme on mentionne, les gens ont tellement de biais cognitifs que ça pogne pas la nuance. Oui, puis comme tu disais, tu sais, mettons dans la vidéo avec le lait d'avoine, il y avait plein de monde dans les commentaires qui étaient genre je le savais, c'est super inflammatoire, les gens c'est sont mauvais. contents de se faire dire que c'est pas bon. C'est que les gens veulent se faire confirmer que leurs craintes sont vraies finalement. Mais encore une fois, on en parlait un peu tantôt off-cam, puis on était comme les gens cherchent quelque chose à blâmer. Oui. Ouais. Au lieu de juste prendre responsabilité que c'est peut-être juste ton mode de vie qui est de la merde finalement. C'est ça. Puis la problématique avec ces vidéos-là aussi, vous l'avez comme dit, il y a plusieurs personnes qui vont commenter, qui vont comme favoriser justement comme la propagation de cette vidéo-là. Parce qu'on le sait, tu sais, comme quand il y a des commentaires, des likes, des partages, ben ça fait en sorte que ça dit à l'algorithme, la vidéo est vraiment populaire, on va la pousser, on va la montrer à un maximum de personnes. Fait que ça agrandit le problème encore une fois parce qu'il y a encore plus de gens qui vont voir cette vidéo-là, puis ça va avoir encore plus de conséquences négatives, tu sais. Oui, puis ultimement, c'est plate, mais c'est pas la faute de l'algorithme dans le sens où... C'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui vont blâmer l'algorithme pour le contenu qu'ils vont consommer ou des affaires de même, mais je veux dire, ultimement, l'algorithme, là, c'est pas une formule magique, c'est juste on va pousser ce qui fonctionne parce que ça garde le monde sur l'app. That's it. Fait que si du content pogne, peu importe c'est quoi, ça aura beau être l'affaire la plus cool au monde, tant mieux si c'est ça. Mais souvent, ce qui pogne, c'est des affaires qui sont controversées, des affaires qui vont créer de la réaction. Fait que, tu sais, je me souviens bien du monde, genre Lane Norton, Dr. Hitz, que je parlais, ils vont faire de la réaction à du content, mais jamais que l'information corrigée dans leur content va avoir autant de reshare que la vidéo originale, finalement. Là, fait que l'information est déjà partie. Oui, je veux dire, tu peux... Il y a un maximum de choses que tu peux faire. Là. Blâmer l'algorithme du, mettons, mauvais contenu qui est propulsé, ce serait comme de blâmer le poignard dans un meurtre. Quelqu'un qui poignarde quelqu'un. C'est juste l'outil, l'algorithme. Là, je veux dire, c'est pas le responsable. C'est pas, je veux dire, que ce soit n'importe quelle autre arme quelconque, ça sert juste à pousser ce qui est populaire. Exact. Fait que si tu veux rendre des choses qui sont plus, qui nourrissent un peu plus ton intellectuel, ben consomme ça puis accorde de l'attention à ça. Si vous, l'algorithme, lui, il fait juste retenir que ce qui est payant, c'est
des vidéos de merde avec des informations de merde dites par des personnes pas qualifiées. C'est ça que vous voulez voir, c'est ça qu'on va vous envoyer. C'est pas l'algorithme le problème, c'est vous autres, là. Ben, pas vous. Là. Pas vous personnellement. Pas vous personnellement, là, mais les gens qui poussent cet algorithme-là. Comment tu le vois, toi? Parce que tu en fais quand même pas mal de content aussi. Est-ce que c'est nécessairement un défi ou une question que tu t'es déjà posée comme âge? Est-ce que je fais du content pour aller chercher entre guillemets, de l'attention ou est-ce que je fais du content vraiment pour ce que moi j'ai envie de parler? C'est quoi ton thought process pour commencer à créer du contenu? C'est bien correct. Ben, juste pour les gens qui ne savent pas non plus, là, je fais surtout du contenu culinaire, mais éventuellement, j'aimerais ça faire plus de vulgarisation. Mais encore là, je vais attendre d'être un petit peu plus avancée aussi dans mon parcours pour pas dire n'importe quoi parce que je pense que mon image d'aujourd'hui, ça va quand même refléter mon professionnalisme de plus tard aussi quand je vais être nutritionniste. Fait que je veux quand même attendre un petit peu plus. Puis, la fille à l'université en nutrition ne veut pas encore se prononcer parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas encore assez de connaissances là-dessus. Toi, par contre, Stéphanie, pas de formation, tu décides que tu vas dire haut et fort que le lait d'avoine, c'est pas bon pour la santé. Je veux juste amener cette réflexion-là à tout Stéphanie, le monde. Je me souviens pas c'était quoi le nom de la personne. Non, peu importe. Mais on voulait juste donner un break à Denis. Oui, c'est ça, on voulait juste donner un break à Denis. Il fait pas ce genre de contenu-là. Il fait du contenu chasse et pêche, Denis. Exactement. Denis, il me prend des photos de truites. Ouais. On l'aime, Denis. En plus, il y a une trend là-dessus sur Instagram en ce moment. Oui, en tout cas, vous irez voir ça. Je vous enverrai ça. Ça a l'air qu'il y en a beaucoup sur Tinder aussi. Je suis pas là-dessus, mais... Je suis pas sur Tinder, moi non plus. Fait que, OK. Mais de quoi on parlait, là? On parlait de ton parcours de créatrice de contenu qui attend avant de vulgariser des choses. Ça, oui, donc c'est ça. Je fais plus des vidéos en lien avec des recettes. Éventuellement, j'aimerais ça faire de la vulgarisation. Mais dans le fond, mon processus derrière tout ça, c'est que... comme, mettons, dans la création de recettes, c'est autre chose. Là. Mettons, je rentre plus dans, comment faire pour que la vidéo vraiment soit plus virale, qu'elle atteigne un maximum de personnes. Bien, c'est sûr que j'essaie de maîtriser certains, ils appellent ça des hooks, là, en anglais. Là. En français, c'est comme des... je sais pas des hameçons. Des hameçons. Ben oui, on est dans la thématique est dans la chasse et pêche. C'est parfait. C'est bon. C'est parfait. Mais oui, j'essaie de maîtriser quand même certaines techniques pour justement essayer d'attirer un maximum de personnes sur ma page parce que je me dis, si éventuellement, je veux avoir une certaine crédibilité, je veux vraiment partager des infos qui sont fiables, qui sont bien vulgarisées, mais que personne pour les voir, ça va servir à rien. Fait que c'est quand même important de, oui, avoir une crédibilité, mettons, basée sur des faits scientifiques, mais d'aussi attirer vraiment comme une audience, d'attirer comme un maximum de personnes pour justement montrer ce qu'on dit, tu sais. Parce qu'au final, ça ne servira à rien, tu sais, s'il n'y a personne sur mon compte, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'essaie d'attirer un maximum de personnes. C'est ça, je remarque aussi, étonnamment, quand même, quand j'écris, exemple, que j'étudie en nutrition sur mon post, bien, il va y avoir plus de gens qui vont être attirés par ça, qui vont dire « Ah, bien, elle étudie en nutrition, elle doit avoir une certaine crédibilité. » Puis ça aussi, on pourra en reparler. Des fois, tu sais, le titre, ça peut être vraiment... On a un peu parlé tantôt aussi, là, comme quoi ça peut être attirant, puis on associe comme le titre à une certaine forme de crédibilité et tout. Puis ça fonctionne quand même. Tu sais, je vois que des fois, tu sais, tu peux le voir, là, quand, exemple, quelqu'un s'abonne à toi après avoir vu un de tes vidéos. Puis souvent, je le remarque que c'est quand je publie des vidéos comme ça que les gens vont venir s'abonner, tu sais. Fait que, tu sais, j'essaie de maîtriser ça, d'y aller dans ce sens-là, mais c'est vraiment pas évident. Puis je navigue encore dans mes débuts. Fait que, c'est sûr que j'apprends un peu sur le tas aussi en même temps. Tu sais, je fais pas ça depuis 10 ans, moi, là. Tu sais, des vidéos comme ça, je te dirais depuis peut-être 6 mois que je fais ça. Mettons, c'est vraiment récent. Oui, c'est vraiment très récent. Tu sais, vraiment que je le fais de façon plus régulière. Constante, ouais. Avant, je faisais une vidéo quand ça me tentait, puis une fois de temps en temps quand j'avais le temps. Maintenant, j'essaie vraiment de prioriser du temps dans mon horaire pour en faire. Tu sais, j'essaie de publier, mettons, 2 vidéos par semaine. Des recettes, prenant, là. Des recettes, c'est long à faire sur les réseaux, fait que les gens ne le savent peut-être pas tout le temps. Oui, c'est ça, surtout des recettes. C'est pas comme, mettons, nous autres, on s'assoit devant une caméra, on parle de nutrition pendant 2 minutes, puis c'est fini. Tu sais, je veux dire, la conception de recettes, ça prend du temps. Oui, c'est long, là. Tu sais, juste le processus mental de trouver la recette. Moi, souvent, comme j'ai des idées qui me popent comme ça, là, qui viennent de nulle part, puis des fois, tu sais, mettons, là, j'ai fait une série sur les déjeuners pressés parce que moi, tu sais, exemple, souvent, je le dis dans mes vidéos, là, j'ai jamais faim le matin. Vraiment, jamais faim. Puis des fois, j'ai juste pas le temps, tu sais, de vraiment comme déjeuner, m'asseoir, prendre un 20 à 30 minutes pour déjeuner le matin, là, j'ai pas le temps. Hey, must be nice. Moi, il n'y a pas une minute de ma vie que je passe sans avoir faim. Mais moi, c'est juste le matin. Après ça, j'ai faim le reste de la journée. Là. Mais le matin, quand je me lève, j'ai souvent pas faim. Puis des fois, j'ai pas le temps en plus. Fait que, ça donne quand même bien, entre guillemets. Mais je me dis, tu sais, j'aimerais quand même, tu sais, je voulais quand même optimiser, dans le fond, mon énergie pour le reste de la journée. Puis je remarquais que quand je mangeais absolument rien le matin, en après-midi, j'avais un crush d'énergie, puis j'étais moins concentrée, puis tout. Fait que j'essayais quand même de trouver des techniques pour
manger un petit quelque chose avant de partir ou de manger dans l'auto. Tu sais, c'est pas optimal, mais c'est quand même important de l'adapter à la réalité des gens. Puis ça, je pense que je le tire un peu peut-être de mon parcours en ergo, tu sais, comme quoi, ben c'est important de dire, OK, ben faites telle chose, mais de l'adapter au quotidien des gens. Tu sais, je veux dire, t'as pas le choix de faire ça si tu veux que la personne prenne en compte tes recommandations, tu sais. Donc c'est ça. Fait que j'essaie de trouver des séries. Là, je dis des séries, mais c'est souvent comme exemple 4 recettes sous un même thème, en fait. Fait que là, j'ai fait une série en lien avec les déjeuners que tu peux manger dans ton auto, tu sais, manger facilement sans que tu aies nécessairement faim, mais qui t'aide à optimiser ton énergie pour le reste de la journée. Fait qu'avec assez de protéines et tout. Donc, c'est pas mal ça. Comment tu vois ça, toi, le côté création de contenu, plus le côté comme préparation, ce qu'on voit pas finalement dans le côté création de contenu, parce que les gens s'imaginent juste, eux, ils voient ta vidéo de recette, ils sont comme, c'est cool, mais ça allait tu prendre 2 minutes à réaliser. Mais la vidéo de 10 secondes, là, les gens sont comme, mais ça peut pas prendre 5 heures, là, faire une vidéo comme ça. Mais c'est ça, eux réalisent pas le temps que tu as pris à, justement, la conception de la recette, essayer la recette, des fois faire des ajustements parce que tu te rends compte que ça fonctionne pas, après ça le filmer, après ça faire le montage, après ça trouver la caption, comment, ça a l'air de quoi un processus de même? C'est ça. Donc, trouver les idées, des fois, ça peut vraiment me venir comme ça, super rapidement. Alors que d'autres fois, ben quand j'ai pas d'idées, honnêtement, comme j'essaie de juste comme faire autre chose parce que mes idées me viennent pas. Puis vraiment, quand j'ai des moments créatifs, j'essaie de vraiment comme écrire mes idées dans un document, par exemple. Le plus d'idées, mettons, qui vont vraiment me venir à l'idée à ce moment-là. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment des moments, des fois, j'ai des moments de créativité. D'autres fois, j'ai zéro comme la tête claire. Je suis pas capable de trouver des idées. Peut-être que c'est pareil pour vous avec les podcasts. 100%. Ah ouais, moi, c'est pour ça que j'ai une note dans mon cell remplie d'idées de contenu à remplir, que je suis comme, j'y pense à des moments random, puis je me dis, des je fois, vais le c'est prendre dans en l'auto, note. c'est pas prudent, ça, faites pas ça, mais des fois, en auto, tu sais, je vais me le noter, là, à la lumière rouge. Je te dis, juste à la lumière rouge. 10 séries, puis 10 séries. Ouvre mes notes, écris. Ouais. Tu fais ça, toi? OK, mais je ferai ça en auto. C'est mon nouveau truc pour pas toucher à mon téléphone. Je suis assez distraite de même. Mais donc, c'est ça. J'essaie vraiment d'utiliser ces moments de créativité-là pour noter les idées de recettes, les idées de thèmes que je veux regrouper. Puis par la suite, ben, je me réserve vraiment des temps dans mon horaire. Là, c'est l'été, c'est pas si pire. J'ai quand même une job à temps partiel, là, parce que moi, je suis aux études, comme on disait tantôt. Il faut quand même que je trouve moyen de payer mes études. Fait que, je touche à plein de choses. Là. Je fais de la suppléance dans les écoles primaires. Je suis serveuse. Je touche à plein de choses. Fait que, je suis quand même occupée, mettons, durant l'été avec ces jobs à temps partiel-là. Mais j'essaie vraiment de trouver du temps dans mon horaire. Puis quand il y a de la belle luminosité, parce que ça, c'est autre chose aussi. Ça paraît énormément dans une vidéo quand il n'y a pas de la belle lumière du jour. Puis j'ai essayé avec des bons, des spotlights, ça fait pas pareil, honnêtement. C'est surtout pour des recettes, là, je trouve que ça fait une grosse différence à la lumière du jour. Fait que de me timer dans mon horaire avec la lumière du jour, dans le jour, une journée qui fait beau. Oui, au Québec. Autour de telle heure, quand la luminosité est à telle place dans ma cuisine. Exact, mais c'est vraiment ça. Oui, vrai, c'est littéralement ça. Ouais. Fait que de se timer là-dedans, c'est pas tout le temps évident, mais là, je commence à avoir mes repères tranquillement. Puis quand je commence à avoir mes repères, ben là, le soleil se couche plus à la même place. Fait qu'il faut que je réajuste mes repères. Mais non, mais tu sais, en gros, j'adore faire ça. Fait que ça me dérange pas. Mais en termes de temps, là, on parlait mettons, trouver les idées, ça prend un certain temps. Mais ça se fait quand même. Le montage aussi, tu disais, là. Oui, c'est ça. Filmer la recette, mettons, préparer les ingrédients, ça a l'air de rien, mais tu sais, c'est quand même. Je veux dire, ça varie d'une recette à l'autre. Je pourrais pas dire exactement le temps, mais c'est quand même assez long. Après ça, tu sais, placer vraiment comme ton espace de travail pour pouvoir filmer. Tu sais, j'ai quand même un minimum d'équipement aussi pour filmer, le trépied et tout. Puis des fois, tu sais, j'essaie d'ajuster aussi les angles de photo, les angles aussi du vidéo, parce que c'est plate quand la vidéo a juste un seul angle sur le dessus. Au début, c'était souvent ça. Si vous allez voir mes vidéos, c'est souvent ça au début. Là, j'ai commencé à gagner plus d'expérience. Puis là, en plus, mon chum était photographe avant. Fait que tout l'équipement. Nice. Fait que j'ai tout l'équipement gratuitement, merci à lui. Fait que on le sait. Oui. Il s'appellerait pas Denis. Non, ça, c'est ton père. Oui, non, c'est un peu weird. Donc, mais non, c'est bien correct. Donc, j'ai commencé à m'habituer avec son équipement à lui. Il y a un bel appareil photo, donc je vois vraiment une grosse différence au niveau de la qualité de l'image. Puis je le remarque aussi au niveau, on parlait des visionnements tantôt. J'ai plus de visionnements aussi depuis, puis là, j'essaie vraiment plus d'optimiser cet aspect-là. Fait que de filmer, ça prend, tu sais, mettons, on pourrait donner un exemple pour que les gens puissent comprendre, tu sais, mettons,
une vidéo là, de, tu sais, les omelettes, mettons, déjeuner, là, que tu fais dans des cups en muffins. Tu sais, filmer une vidéo comme ça, tu sais, puis peut-être qu'il y a des gens qui font de la création de contenu, ils vont dire, mais non, ça prend pas ce temps-là. Je vais juste rappeler, moi, je commence, ça fait 6 mois que je fais ça, fait que ça peut me prendre plus de temps. Mais le filmer, vraiment, comme je dirais que ça peut me prendre un bon, je vais pas dire 2 heures, mais 1h30, 2 heures, juste le filmer. Là. On parle pas de, comme tu disais, faire le montage par la suite. Puis ça aussi, je commence à être plus rapide. Au début, ça me prenait du temps. Tu sais, quand tu connais pas le logiciel, là, ça peut te prendre énormément de temps. Maintenant, je suis vraiment plus rapide. Des fois, en écoutant une petite série, ça se fait bien. Tu n'as pas vraiment besoin d'un gros quotient intellectuel pour faire du petit montage comme ça. Là, du plus gros montage, OK, mais petit montage comme ça, je le fais bien. Puis en tout et partout, mettons une recette comme je viens de mentionner, tu sais, en termes de temps, c'est difficile à dire, mais tu sais, mettons certainement 1 heure pour le montage, le minimum. L'idée, mettons, c'est sûr que c'est un 3-4 heures certain. Là. Puis la vidéo dure 20 secondes. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, puis tu sais, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de travail pour, pas une grosse vidéo, mais tu sais, j'adore faire ça aussi. Puis tu sais, plus que ça va devenir facile aussi, plus que je vais pouvoir en faire à chaque semaine. D'augmenter la dose aussi, d'en faire peut-être 3 fois semaine, tu sais, dépendamment. Ou peut-être que genre d'autres responsabilités ailleurs, puis je pourrais moins me concentrer là-dessus, on verra. Tu sais. Ouais, 100%. Mais tu sais, je me souviens pas si c'était en tout cas la première ou la deuxième fois qu'on avait reçu le Fit Cook, justement. Oui, j'ai écouté les épisodes. On parlait de ça un peu, justement, sa création de contenu, puis il me contait, il dit, pour vrai, quand je commençais, là, du point A de la conception de la recette au point Z où est-ce que la vidéo est publiée, il dit, ça pouvait me prendre genre 9 heures au début. Là. Puis là, j'ai dit 4 heures, mais je pense que j'étais peut-être juste gênée que c'était plus, de dire que c'était plus. Là. Non, mais même on avait reçu Popote aussi, puis quand je travaillais avec Popote, là, c'est la même chose, là, elle se réservait genre une demi-journée dans sa semaine pour justement, tu sais, tout placer, comme tu dis, c'est con, mais puis des fois, ta journée de tournage, tu veux la faire là, mais là, hop là, il fait pas beau dehors. Ah, la luminosité est pas bonne. Fait que, ben là, on peut pas le faire là. Mais là, j'ai pas de temps d'autre dans ma semaine. Je suis bookée. Je peux pas. C'est vraiment. Les gens réalisent pas à quel point. C'est travail. C'est pas compliqué dans le sens que tu cuisines puis tu fais comme tu fais du montage. Ça s'apprend. Mais c'est que c'est quand même très énergivore de tout essayer de placer ça. Puis c'est très long pour très peu de résultats. Tu sais, quand t'es payé cher pour faire ça, t'es comme. Correct, mais avant d'être payé cher pour faire ça, tu investis énormément de temps et des fois d'argent aussi pour l'équipement, pour que tu fais des recettes. Ben, Jay, il disait, là, Jay, lui, il donnait des recettes, le Fit Cook à tout le monde autour parce qu'il est comme, si je fais une mini-recette, c'est pas beau, fait que là, il faut que je fasse une grosse batch. Mais là, je fais une grosse batch. À un moment donné, il était tout seul. Je vais pas manger ça tout seul pendant... J'en ai amené à mes amis, mes parents aussi. Tu sais, des fois, ça se congèle, heureusement. Fait que ça aide. Ou des fois, tu sais, mettons, tu fais une recette de souper. Ben là, tu vas le manger pour le souper après. Mais des fois, tu sais, pour filmer, il faut que tu brasses un peu. Tu sais, des fois, il faut que tu croques aussi. Fait que, tu sais, des fois, là, t'arrives pour le servir après, puis c'est un peu moins beau. Mais c'est ça. C'est pas grave, ça se mange quand même. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est énormément de devotion, de dévotion pour... Oui, il faut vraiment que tu sois passionné, là, ben, c'est pour ça, tu sais, moi, souvent, les clients, ils aiment ça, avoir des Christy de recettes. Fait que là, vous irez suivre Chloé, la Nutri-Futée. Des fois, à chaque fois que tu fais une vidéo, je la partage en story, je suis comme... Elle fait des belles et bonnes recettes. Demandez-moi-en pas. Ça, hein? Allez voir des comptes qui aiment ça, faire ça. C'est clair. C'est écrit dans la description. Tout est là. Tout est beau. C'est ça. Donc, j'ai aussi un site web là, dans lequel je mets toutes mes recettes. Fait que ça aussi, tu sais, des fois, c'est du temps de, OK, ben là, tu publies la recette, OK, sur, mettons, un réseau, mettons, Instagram. Là, j'ai découvert des logiciels qui te permettent de publier tout en même place, en même temps. Ça me facilite les choses. Mais au début, moi, je faisais pas ça. Tu sais, quand tu connais pas, là, je publiais sur Instagram. Après ça, j'allais comme refaire un peu la même chose. C'était moins long, mais tu le refaisais sur TikTok, sur, mettons, Pinterest, Facebook. Hey, ça me prenait du temps, là. C'était ridicule. Là. Ah ouais, c'est genre une demi-heure le matin juste pour les publier sur tous les réseaux différents. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, des fois, tu as plus de succès sur une plateforme que l'autre. Des fois, tu sais, je vais publier une vidéo, exemple, on parle des petites omelettes là, que j'ai publiées, mettons, sur Instagram, genre, mettons, 2000 vues. Puis après ça, tu arrives sur TikTok, tu as 20 000, 25 000. Je comprends pas pourquoi. Ah ouais, il y a des affaires sur un réseau, des fois, ça explose. Sur l'autre, ça tank. Puis t'es comme... C'est pour ça il faut que j'essaie de maximiser comme, mes plateformes pour justement comme essayer de me faire connaître le plus possible sur différents niveaux. Puis des fois, c'est pas tout le monde qui va regarder des Reels Instagram, mais les gens vont regarder, exemple, des TikTok. Ouais, mais c'est une des raisons pour lesquelles, mettons, Jess puis moi, on a tendance à faire beaucoup de contenu qui provient directement de notre podcast parce qu'on est comme, le contenu, il est là. Il est là. On va dire la même affaire. C'est ça, tu sais, on investit environ 2 heures de notre semaine à toutes les semaines pour faire un nouvel épisode de podcast.
des fois, ça donne qu'on peut en faire plus. Mais, tu sais, je veux dire, le contenu, il est là. Fait que, on prend un clip de ça, on le publie, puis c'est tout. Parce que, comme tu dis, c'est du temps. Puis, je veux dire, on a des clients à gérer en dehors de ça. Faut qu'on gère d'autres affaires. On a nos propres workouts. On essaie d'avoir un semblant d'équilibre de vie aussi en dehors de ça. Des fois. Fait que, tu sais, Jess, la période des festivals va commencer bientôt. Fait que tes fins de semaine vont commencer à être pas mal occupées. Fait que, et mon corps encore plus brûlé. On est toujours meurtri. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles souvent, tu sais, moi, on a un programme qui s'appelle Opus Clip. Tu postes un lien YouTube là-dedans. Ça te sort AI, plein de clips automatiquement selon ce que... Avec les captions. Avec les captions, tout. Fait que, comme, avec le pourcentage, genre, selon lui, ça va pogner comment sur les réseaux sociaux. C'est ça. Fait que, tu sais, comme on peut sortir ça. Ouais, c'est super pratique. Ben, tu sais, je veux dire, pour des affaires comme nous autres avec un podcast, tu sais, on a 1h30, 2 heures d'épisode, whatever. Mais quand tu vas faire, par exemple, la vulgarisation, tu sais, ça peut te sortir des... C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est le bout. Tu peux faire, mettons, une version long form content pour, mettons, YouTube, que tu peux mettre pour ceux qui sont intéressés à aller chercher la version complète, aller voir ça. Mais tu peux sortir comme des petits clips juste avec ça, parce que moi, ce que je faisais au début, c'est que je me retapais tous les podcasts au complet, puis je me notais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant à tel moment. Souvent les références de dire, des fois, j'écoutais vos podcasts, puis tu dis, ça, c'est l'épisode 4. Oui, c'est ça. Je me souviens que c'était l'épisode, parce que je les ai toutes réécoutés pour essayer de voir s'il y a du contenu que je peux aller chercher, parce que justement, ça nous est arrivé, tu sais, Jess peut-être un peu moins, moi je l'ai fait un peu plus, tu sais, vraiment comme de me booker comme des périodes de temps dans ma semaine de, OK, on filme du content cette semaine. Tu sais, mettons, je l'ai fait beaucoup avec Create You, mais comme, c'est du temps à investir. Puis après ça, c'est moi qui s'occupe du montage, ou à ce moment-là, c'était eux, ça c'est cool, ça me libère du temps, mais si c'est eux qui s'occupent du montage, ça veut dire que moi je dois les payer pour ça. Fait que tu sais, ce que j'investis pas en temps, je l'investis en argent. Fait que tu sais, je veux dire, surtout quand tu relativement commences, tu sais, à plus ou moins 6 mois que tu fais ça de façon plus constante. Beaucoup d'investissement de temps, les gens réalisent pas ça, ils sont comme, hey, ils sont cool tes vidéos, ça serait le fun d'en sortir plus parce que j'ai une vie en dehors. C'est ça, exactement. Puis des fois, les gens ont peut-être c'est rien contre eux, des fois, ils ont plus de difficultés à comprendre ça aussi, qu'on fait pas juste de la création de contenu. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt, tu sais, moi, il faut que je paye mes études, là, fait que je peux pas juste faire, je pourrais juste faire de la création de contenu si c'était super viral puis que ça fonctionnait super, mais on va être réaliste. Au début, quand tu commences, surtout en 6 mois, là, tu peux pas comme générer un énorme revenu, même un revenu à la base avec tes vidéos. Là, je veux dire. Puis moi, souvent, ça me fait rire parce que je parlais avec du monde récemment qui sont d'un certain âge. Puis, ils voyaient que j'avais un site web, que j'avais un certain nombre d'abonnés. Puis ils étaient comme, hey, tu dois être payé cher. Ah! Mais non. Vous êtes cute. Je ne suis pas payée cher, je paye pour faire ça. Fait que des fois, les gens connaissent peut-être un petit peu moins cet aspect-là. Juste d'avoir un site web, vous le savez peut-être, là, mais ça coûte quand même quelque chose aussi. Puis là, quand tu es rendu avec un certain nombre de volumes de vidéos, de photos comme que je fais, c'est ça, il faut que tu augmentes ta capacité de stockage. Fait que c'est toujours des paiements comme ça. Puis, je veux dire, c'est quand même des paiements alors que tu n'as rien vraiment en retour. Qui te rapporte rien encore. Fait que je pense que quand tu fais ça, il faut vraiment que, first, que tu sois passionné, mais que tu aies une vision aussi au long terme de dire, peut-être que plus tard, je pourrais en générer un certain revenu. Mais encore là, c'est touché avec la profession que je veux faire aussi. C'est ça, toi, c'est très touché. Fait que c'est de dire, ça va être peut-être un lieu où est-ce que je vais pouvoir attirer des clients puis me faire connaître aussi. Puis si je fais de la vulgarisation comme via ma plateforme, je pourrais en faire pour des compagnies et tout par la suite. Fait que c'est de se dire, OK, peut-être que ça va me générer comme d'autres choses, ça va m'amener vers d'autres opportunités. Pour l'instant, je le fais vraiment pour le plaisir, tu sais, puis je verrai qu'est-ce que ça m'apporte pour plus tard. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que je pense que si t'es pour faire du contenu, peu importe le contenu, à la base, il faut que ce soit parce que tu aimes ça. Oui, 100%. Faut pas que tu fasses du contenu en disant ça va m'apporter des sponsors. Ouais, je vais être riche. C'est ça, je vais faire du contenu pour être riche. Hey, on s'entend là. Comme moi, je publie du contenu de façon très constante depuis au moins 4 ans, genre. Comme ça fait un bout que je publie du contenu de façon constante, là. Je suis pas encore payé pour faire du contenu. Je veux dire, puis je le serai peut-être jamais, mais ultimement, c'est pas pour ça que je fais du contenu. Je fais du contenu parce que j'aime ça faire du contenu. J'aime ça aider à vulgariser des affaires pour justement aider le monde. Puis parce que, veux pas, c'est de la visibilité, puis ça m'ajoute une certaine crédibilité. Les gens, après ça, savent à quoi s'attendre quand ils viennent me contacter pour ma job. Mais tu sais, je fais ça parce que j'aime ça, genuinely. J'écoutais une vidéo de Mike Israel récemment où il parlait de ça, puis il dit, moi, ça me fait rire le monde qui te demande, qui te dit, je sais pas quoi faire comme contenu, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire comme contenu, puis il dit, pense à quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu trouves genuinely intéressant. Parce que si tu essaies de parler de quelque chose que tu n'as aucun intérêt, ça va transparaître. Et trouve quelque chose que tu trouves intéressant,
quelque chose qui pourrait potentiellement intéresser les autres. Fait que ça soit tu résous un problème ou ça soit juste pour entertainment en général, peu importe. Monétiser, c'est ça? Je pense que ben, pas nécessairement monétiser, mais juste comme ça pique la curiosité des gens. Tu sais, mettons des vidéos de recettes. Des gens cherchent toujours des vidéos de recettes. On se fait tout le temps demander des fucking vidéos de recettes. Fait que, tu sais, sans nécessairement le monétiser, mais il y a de l'intérêt là-dedans. Parce que, tu sais, même, mettons, on en avait parlé avec Guillaume Boucher récemment, mais mettons, nous autres, là, moi, je tripe vraiment à parler d'entraînement, puis de périodisation, puis de programmation. Je fais une vidéo de 20 minutes là-dessus parce que moi, j'aime vraiment ça. Sur genre les dernières affaires des publications scientifiques que tu as vues. Genre, mais les gens s'entorchent. Ouais. Moi, j'aurais beau trouver ça le fun. S'il n'y a pas d'intérêt, ça me sert pas à grand-chose. Fait que... Les gens qui s'y intéressent, c'est pas ta clientèle. Fait que ça te rapporte rien en bout de ligne. C'est comme, mettons, les autres coachs qui te suivent vont peut-être faire « Ah ouais, c'est nice qu'il ait découvert ça », mais genre, en bout de ligne, ça te rapporte rien. Non. Ça me rapporte rien. Ça sera pas eux mes clients non plus. Ou du moins, une très faible minorité va l'être. Fait que c'est juste, trouve quelque chose que t'aimes. Trouve quelque chose qui pourrait intéresser les autres. Puis après ça, c'est juste, essaie de trouver une manière... le fun de l'apporter, tu sais. Mais je veux dire, si tu sais pas de quoi parler, c'est probablement parce que t'as pas grand-chose à parler non plus. T'as probablement pas grand-chose à dire, t'sais. Non, puis tu sais, on parlait justement, les gens, ils likent pas nécessairement tout le temps le contenu qu'ils voient, mais comme vous voyez tout ce que ça demande de créer du contenu. Tu sais, vous voulez des recettes, ben c'est important. Tu sais, mettons, dans ton cas, OK, t'aimes les recettes, like la recette, partage la recette, tu sais, assurez-vous, encore une fois, que l'algorithme, il pousse des affaires que vous aimez, que vous voulez réellement voir, parce que, tu sais, le cerveau est beaucoup plus attiré vers le négatif, fait que souvent, c'est ça qui va faire réagir, mais le problème, c'est qu'après ça, des vidéos, mettons, comme les tiennes, qui devraient avoir tellement plus de views que ça, mais là, à un moment donné, ça tombe dans les oubliettes de l'algorithme, parce que, les gens ont peut-être screenshoté, ils ont peut-être comme... Oui, c'est ça, puis des fois, il y a des gens qui m'envoient vraiment comme des photos, vraiment en message personnel de mes recettes qu'ils ont fait, tu sais, puis des fois, je suis pas poussée à dire aux gens « Hey, partagez-la, tu sais, sur vos réseaux, tu sais, puis ils vont me l'envoyer vraiment personnellement, mais moi, tu sais, ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens essaient mes recettes, qu'ils me les envoient, c'est vraiment une belle attention, puis je trouve ça vraiment cute, super gentil, puis en même temps, je me dis « tu sais, ça pourrait m'apporter tellement plus si jamais, tu sais, ils prenaient 2 secondes pour juste, comme, aller le partager ou peut-être, justement, le mettre sur leur réseau. » Ben c'est ça, on apprécie vraiment beaucoup quand vous faites ça, parce que, justement, ça nous permet, tu sais, dans ton cas, bon, t'as un super bon message au niveau de la nutrition, tu veux communiquer plus à ce niveau-là, puis des recettes, tout le monde en a tout le temps de besoin. Puis nous autres, c'est aussi de la vulgarisation, tu sais, au niveau de la santé en général, puis on veut que ce soit ça qui devienne plus accessible. Mais chaque fois que vous regardez puis vous faites comme OK, tu sais, moi souvent là, mettons, je vois tes posts, je les écoute pas tes vidéos. Je le sais déjà, qu'est-ce que tu dis, je t'entends, je suis à côté. Mais oui, mais surtout quand c'est des extraits de podcast, justement. Ouais, mais là, je peux comprendre. C'est un extrait de podcast, je sais déjà que je suis d'accord. Mais tu likes quand même. Oui, à chaque fois. C'est ça que j'allais dire. Je like quand même toutes les posts que je vois de Simon. Si je les like pas, c'est pas que je les ai pas vus. Mais ça prend même pas une seconde, je pense. Non, c'est ça. Tu peux être brain dead puis quand même taper sur ton écran là, genre t'as pas ben c'est fait que tu sais, ça prend vraiment 2 secondes, puis pas nécessairement sur toutes les plateformes. Voyons, je suis en train de faire un AVC. Ben non, c'est correct. Mais sur toutes les plateformes, mais celle que t'es le plus, si tu vois la vidéo, t'as pas nécessairement besoin d'aller activement sur le profil de quelqu'un pour, on vous demande pas d'aller jusque-là, mais si tu le vois, écoute-la pas, mais tu sais, signifie que, OK, j'aime le contenu de cette personne-là, tant mieux. Des fois, j'oublie vraiment que j'ai un certain nombre d'abonnés parce que c'est tout le temps les mêmes qui vont vraiment commenter, puis qui vont liker, puis tout, puis pour vrai, comme, merci à ces personnes-là, tu sais, je sais que toi aussi, tu me partages beaucoup mes publications, puis je l'apprécie, puis je remarque aussi l'impact, tu sais, des fois, quand tu Moi, partages... c'est vraiment égoïste pour qu'on me lâche avec les recettes. Non, mais pour vrai, c'est vraiment gentil, puis tu sais, je le remarque vraiment énormément, tu sais, puis des fois, tu sais, il y a des personnes, comme je disais, bon, qui vont m'envoyer des photos en privé, mais qui vont m'écrire, qui vont me dire « Hey, j'ai essayé telle affaire, tu sais, ça a fonctionné, j'ai vraiment aimé ça, mais je savais même plus que cette personne-là me suivait à la base ou qu'elle me suivait. » Puis je me rends compte que c'est souvent, mettons, les personnes qui font de la création de contenu, qui sont plus actifs sur les réseaux sociaux, qui vont vraiment comme plus liker, commenter, partager, parce qu'ils comprennent vraiment le travail qu'il va y avoir derrière chaque vidéo. Puis c'est d'essayer d'en parler un petit peu plus sur le travail qu'il va y avoir derrière chacune des recettes, derrière les vidéos, les podcasts aussi, on peut en parler. Le podcast que vous faites en ce moment, là, j'imagine que ça doit quand même vous prendre un certain temps dans votre horaire. Je sais pas combien de temps ça vous prend, là. Mettons juste vous rendre jusqu'ici. Après ça, vraiment comme tourner l'épisode, trouver les idées aussi. Ça vient pas non plus tout le temps. Trouver des invités, des fois. Des fois. Fait que c'est quand même organiser les horaires temps. avec les invités. C'est con, mais le nombre de temps qu'on passe sur notre téléphone à juste comme dans les DM, à organiser des affaires, puis à
Ça gruge du temps dans une journée quand même. Juste répondre à des commentaires, tu sais. Oui. Il faut quand même que tu te prennes du temps dans ta journée, sinon c'est facile de commencer. Puis là, ben, tu commences à commenter, puis là, tu te dis, je vais aller écouter une couple de vidéos, puis là, finalement, ça fait 1 heure que tu es sur ton téléphone. Puis tu sais, c'est zéro pour chialer, là. C'est pas comme si c'était très difficile à faire, là. C'est pas ça le point, mais le point, c'est que c'est beaucoup d'investissement, puis on le fait parce qu'on veut aider les gens. 100%. On adore ça, là. Tu sais, à un moment donné, c'est que si on voit que ça reach pas ce qu'on veut, puis qu'on n'aide pas réellement les gens, mais c'est comme, on va se tourner vers d'autres façons d'aider les gens. C'est qu'on va investir notre temps où est-ce qu'on juge qu'il y a le plus de retour sur investissement, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on le mentionne souvent, tu sais, le podcast n'est pas payant, ne sera jamais payant, mais si vous pouvez justement, tu sais, laisser un 5 étoiles, repartager, whatever, c'est des petits détails comme ça qui font c'est juste une certaine forme de reconnaissance aussi pour le travail qu'on passe, tu sais, puis ça fait juste me faire réaliser que j'adore ce que je fais et tout, puis que ça a un impact chez les gens à la maison. Puis, tu sais, tu mentionnais que c'était tout le temps, mettons, les mêmes personnes qui revenaient, soit dans tes DM ou qui likaient. Ouais. Mais mettons, je le dis souvent, mais quand on voit des gens dans la vraie vie qui sont comme « Hey, j'écoute votre podcast! » Oui, c'est vrai, on voit les chiffres, puis nous autres aussi, c'est souvent les mêmes personnes qui vont liker nos affaires. Fait qu'il y a des personnes, des fois, je suis comme... Moi, dans ma tête, t'es un chiffre. Je savais pas que t'existais. Fait que merci encore une fois à tout le monde aussi qui prennent la peine de nous le dire ou de nous écrire. Puis il y en a qui sont comme « Hey, je veux pas te déranger. » Je suis comme « Mais tu me déranges pas. » Non, tu me fais plaisir. Hey, il y a une fille qui m'avait écrit récemment après genre un commentaire fucking, je me souviens pas c'était quoi, mais négatif de TikTok. Puis j'étais comme « Tu viens de refaire ma journée. » Genre, tous les imbéciles que j'ai dû lire dans mes trucs filtrés. Qu'on pense pour les 54 imbéciles d'avant. Tu sais, je suis comme, on a tellement... Il y a ça aussi, il y a l'envers de... Pas encore probablement pour toi, mais de... Non. Tu peux avoir beaucoup de commentaires négatifs, tu sais, attends de te prononcer sur des... C'est ça, j'allais dire, tu sais, pour l'instant, je me prononce pas vraiment. C'est dur. Ça, j'allais dire, tu sais, mettons, la création de contenu de recettes de cuisine, ça doit être moins pire, parce que c'est rare que les gens sur une recette soient genre... Hey, ça a l'air dégueulasse, ouais, c'est ça. Ben, le fait de quoi qui réussit à se faire ouais, je sais. Mais le fait de quoi qui est rendu avec 150 000 abonnés aussi, c'est ça. Oui, puis 10$ pour une sauce, c'est trop cher. Ouais, c'est ça. Les gens aiment ça critiquer ce qui est populaire aussi, là, mais c'est ça. Mais quand tu vas faire peut-être un petit peu plus de vulgarisation scientifique, fait que, tu sais, n'hésitez pas à nous écrire quand vous voyez des choses comme ça. Au contraire, ça nous fait tellement plaisir. Vraiment, j'adore. Puis même des commentaires constructifs aussi sur une recette, parce que ça se peut que dans une recette, je sais pas, là, tu sais, j'étais vraiment pressée, ça fonctionne pas la recette quand tu le laissais. Ça se peut, la gang, là, tu sais, je fais des erreurs comme tout le monde. Ça m'est jamais arrivé encore. Je fais des erreurs. Des grosses erreurs. Fait que ça se peut que ça arrive, puis vous m'écrivez, puis ça me fait plaisir. Oui. Y a-tu des choses pour le fun depuis que tu as commencé? Là, tu es à ta première année de bac en nutrition. Y a-tu des choses pour le fun, peut-être récemment, que mettons, une idée préconçue que tu avais par rapport à quelque chose autour du monde de la nutrition que tu as déjà commencé à faire comme j'avais peut-être quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben, t'as-tu déjà changé des idées par rapport à quelque chose? Bien, c'est sûr, tu sais, tantôt, on parlait de l'ordre professionnel. Là. Puis, je pense qu'on pourrait en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je pense, qui voudraient aller en nutrition puis qui se limitent d'aller en nutrition à cause de l'ordre professionnel puis à cause des limitations et tout. Puis, je vais être vraiment honnête, tu sais, au début, je pensais pas qu'il allait avoir autant de limitations. Puis je sais qu'il y a certaines personnes qui quittent l'ordre à cause de certaines de ces limitations-là, puis c'est propre à eux. Puis, ben c'est sûr que je pense qu'il va falloir que je fasse plus de travail sur, mettons, vraiment reconnaître qu'est-ce que j'ai le droit de dire et pas dire, parce que c'est quand même ça, dans une certaine mesure. Il faut quand même rester très, comme on disait tantôt, dans les partialités, transparence, la crédibilité. Puis de vraiment comme travailler là-dessus, je pense que ça va me prendre plus de temps que je pensais. Fait que ça, j'ai quand même été surprise de voir ça. Mais ça change pas que j'adore la nutrition. Tu sais, j'adore, créer du contenu, mais j'adore apprendre sur la nutrition. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt, j'adorais ça lire pendant que j'étais en ergo, en lien avec des aspects qui étaient relatifs à la nutrition, puis ça changera pas. Mais honnêtement, mes cours de métabolisme, j'ai adoré ça. Honnêtement, là, c'est super pertinent. Mes cours de recherche aussi, de vraiment apprendre comment trouver un bel article scientifique qui fait du sens, comment l'analyser. Ça aussi, j'ai vraiment trouvé ça pas pire. Puis c'est souvent des articles qui sont nécessairement liés à la nutrition, des domaines qu'on aime. Donc, c'est pas mal ça, je pourrais dire. Y a-tu des choses comme plus spécifiques par rapport au métabolisme que tu disais que ça c'était vraiment intéressant, ça m'a vraiment interpellé? Mais c'est sûr, tu sais, comme dans la première année, tu l'as sûrement vu aussi. Là, je sais que tu as fait un parcours en nutrition aussi. Pas à l'Uni, non. J'ai suivi beaucoup de formations privées, mais pas à l'Uni. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est plus des cours généraux. Fait que on va avoir des cours de,
métabolisme, fondement de l'état nutritionnel. Fait que vraiment, on va voir vraiment les grosses bases. Fait que c'est sûr qu'on ne rentre pas vraiment dans les petites spécificités, mais reste qu'un exemple, mettons, qui pourrait venir en tête comme ça, c'est souvent les mythes qu'on va voir sur les réseaux. Là. Exemple, mettons la vitamine C. Okay? C'est un exemple qui est vraiment bon. Là, prendre la vitamine C, ça n'a pas été démontré comme quoi c'était réellement efficace. Vraiment, je veux dire, la vitamine C, tu peux en retrouver facilement dans ton alimentation. Tu peux combler ta dose en vitamine C en mangeant... Il y en a beaucoup plus dans les poivrons que dans les oranges, by the way. Dans un poivron jaune, exemple, là, tu manges la moitié d'un poivron jaune ou à peu près, tu as pas mal ta dose de vitamine C. Fait que, tu sais, juste, mettons, si c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais de voir que des fois, on va être on va voir, mettons, sur les réseaux comme quoi, justement, prenez tel supplément, prenez, mettons, là, on parle de la vitamine C, prenez la vitamine C, vous allez remarquer, vous allez moins tomber malade, la période des rhumes, vous allez voir, vous allez remarquer un impact, puis des fois, les gens, ils vont être comme, mais je vais m'essayer ça, je vais m'acheter de la vitamine C, puis des fois, ça a un peu un effet placebo, les gens vont se dire, je vois un impact, mais en réalité, les recherches le démontrent comme quoi c'est pas très efficace, et souvent, les gens, ils vont gaspiller, entre guillemets, leur argent, parce que, je veux dire, comme si tu prends plus d'un supplément ou d'un nutriment, on va dire ça comme ça, tu prends plus d'un nutriment, ton corps ne va pas nécessairement le garder, le conserver. S'il n'y en a pas de besoin, il va l'éliminer. Fait qu'au final, qu'est-ce que tu élimines? C'est ton argent dans ta toilette. Fait que, puis ça, on le sait maintenant, je veux dire, l'argent, l'épicerie coûte cher, tout coûte cher. Fait que tu ne veux pas aller non plus comme gaspiller en quelque sorte ton argent sur des suppléments qui ne sont pas fondés sur des données probantes. Puis est-ce que tu en as réellement de besoin aussi? Même si c'est quelque chose qui est efficace, t'en as-tu vraiment de besoin? Ça. Pour certaines personnes, peut-être encore là, on se répète, c'est nuancé la gang. Comme pour la vitamine C, pour certaines personnes, certaines conditions particulières, ça va peut-être être super. Puis honnêtement, c'est correct comme ça, mais c'est pas généraliste. Comme ça peut pas s'appliquer à tout le monde. On parle beaucoup des carences en vitamines et minéraux. On parle rarement des overdoses en vitamines et minéraux qui sont possibles et très dangereuses aussi. Puis je veux dire... le corps, il est vraiment bien équilibré. Puis souvent, les gens ont de la misère à concevoir ça, que tu n'as pas besoin d'acheter comme 5 ou, mettons, 10 suppléments pour que ton corps fonctionne bien. Des fois, ça peut aider, vraiment. Mais d'autres fois, ça peut plus nuire. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller consulter quelqu'un qui s'y connaît là-dedans ou de t'informer un minimum. Puis même là, encore là, c'est difficile quand tu n'as pas la formation de vraiment aller chercher l'information à la bonne place. Puis, comme on voit justement un modèle, on l'a vu en notre première année, c'est un modèle qui est utilisé en gestion, mais ça peut vraiment être utilisé dans d'autres domaines. Puis je pense que vous en avez peut-être déjà parlé. Dans le fond, c'est un modèle qui montre que plus que tu vas avoir d'étapes dans un processus, plus qu'il va y avoir de points d'erreur qui vont être possibles. Puis, exemple, on voyait que dans un modèle, mettons, en fait, dans un processus qui va avoir 16 étapes. Okay? Fait que, mettons, des étapes comme, exemple, aller chercher l'information à une place, après ça, l'analyser, la vulgariser, en parler à ton ami. OK, ça, c'est toutes des étapes. OK? Bien, quand tu avais 16 étapes dans ton processus, tu avais, je pense que c'était 56 700 chances d'erreur, de faire une erreur. Fait que c'est énorme. Fait que tu te dis, OK, bien, on parlait des influenceurs, nutritionnistes, personnes qualifiées, on va dire ça comme ça. Mais la personne qualifiée va savoir où aller chercher l'information à la source. Vraiment dans un article scientifique qui est vraiment, comment dire... crédible, qualifié, disons. Crédible, alors que des fois, la personne qui n'est pas nécessairement qualifiée ou intéressée par ça va écouter une vidéo TikTok et va voir que, mettons, la personne tant de nombre de likes, tant de nombre d'abonnés, et la personne va y associer une certaine forme de crédibilité à ces likes-là, parce que la crédibilité, c'est très subjectif d'une personne à l'autre. Plus tu as d'abonnés, plus c'est crédible. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, c'est un diplôme. Pour d'autres, ça va vraiment dépendre de chaque personne. C'est vraiment la science. Oui, c'est plate, mais... Puis un argument que j'avais vu, que je trouvais vraiment bon, puis que j'aimerais rappeler aux gens aussi, c'est que les vrais meilleurs experts dans tout domaine confondu, vraiment les top experts, sont juste pas ces réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'ils sont dans les laboratoires, sont dans les écoles, sont dans les whatever, sont en train de pousser le côté théorique puis d'essayer de pousser la science. C'est pas eux qui sont en train de faire la vulgarisation. Les papiers. C'est ça. Fait que ceux qui font la vulgarisation, il y en a des vrais experts là-dedans qui sont vraiment calés dans ce qu'ils font, mais sont quand même en dessous de ceux qui vont faire la recherche, parce que ceux qui font la recherche sont sur le terrain, ils voient les résultats, ils voient les impacts. Fait que tu sais, gardez en tête aussi que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas une grosse présence sur les réseaux sociaux ou un gros following, whatever, qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle. Puis on parlait aussi de l'interprétation, tu sais, dans, mettons, le cas de quelqu'un qui est sous un ordre, où est-ce que tu dois garder une opinion qui est objective. En fait, tu dois pas avoir d'opinion.
c'est pas ça sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut avoir un diplôme, mais quand même ne pas être régi par un ordre, de faire attention à ce qu'il ou elle dit. Et donc, mêler son opinion avec ce qu'elle est en train de dire. Fait que là, tu as l'interprétation de cette personne-là qui est basée sur des données. Qui est peut-être basée sur une interprétation aussi. Qui est peut-être... Tu sais, c'est pour ça que c'est un peu touché. Là. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine forme de formation peut-être, mais d'avoir vraiment comme une source qui est fiable. Puis ça, c'est pas toujours présent sur les réseaux sociaux. Ouais, puis tu parlais de métabolisme tantôt. Je trouvais ça cool. Il y a une vidéo je pense que c'est hier que Jordan Syatt a publié ça, où est-ce qu'il c'était comme un extrait d'une émission quelconque américaine, je me souviens pas c'est quoi, c'est pas important, mais où est-ce qu'il y avait une femme qui était là en bon surpoids qui disait, tu sais, moi je suis pas mal sûr que j'ai vraiment un métabolisme lent parce que je suis incapable de perdre du poids, tout ça. Puis dans l'émission, il lui faisait passer un genre de test où est-ce que, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qu'il peut mettre dans son eau qu'elle boit pour qu'après ça, il peut faire une analyse d'urine pour voir vraiment de façon relativement précise combien de calories qu'elle consommait puis combien de calories qu'elle dépensait. Rendu là, les spécificités, je les connais pas. Là. Puis c'est ça, il s'était rendu compte qu'elle, dans sa tête, elle avait mentionné qu'elle pensait consommer environ 1200 calories par jour. Finalement, elle en consommait environ 3000. Puis sa dépense énergétique était vraiment moins élevée que ce qu'elle avait rapporté aussi. Fait que tu sais, c'est juste un rappel. Puis ça a été étudié, là, comme ça, c'était un cas très flagrant, mais ça a été étudié. Il y a plusieurs études là-dessus. Jordan Syatt en avait partagé une, je me souviendrai pas du nom, mais vous pourriez aller voir son post, où est-ce que, justement, tu sais, à travers l'étude, il démontrait que les gens, en moyenne, under-report leur intake calorique de environ 40% et plus. C'est énorme, là. Et over-report leur dépense énergétique de au-dessus de 50%. Fait que si tu penses que tu consommes 40% moins de calories que tu en consommes réellement et que tu penses que tu brûles 50% de plus de calories que tu en brûles réellement, imagines-tu le gap qu'il y a entre les deux? The math ain't matting. Ça fonctionne pas. Puis encore une fois, les gens, souvent, ils entendent ça puis ils sont comme, c'est ça, tu me traites de menteur. Je dis pas que t'es menteur, genuinely, tu le sais pas. Les gens ne mentent pas. Les gens sont juste pas au courant, c'est une perception. Les gens sont vraiment convaincus qu'ils mangent autant peu et convaincus qu'ils bougent autant. Fait que c'est juste souvent... C'est pour ça qu'on en avait parlé un petit peu, je pense, dans le dernier épisode qu'on a fait avec Matt, où est-ce qu'on disait, tu sais, des fois, c'est pas qu'on vous fait pas confiance. C'est juste que on a tellement travaillé avec des clients dans les dernières années où est-ce qu'ils disent quelque chose, puis finalement, c'est pas ça. Puis encore une fois, je vous blâme pas, vous le savez pas. Mais c'est juste que des fois, nous autres, on n'a pas le choix de poser des questions puis de creuser, puis c'est comme... Envoie-moi des photos de ce que tu manges, puis tu sais, des affaires de même. On n'a pas le choix parce que, comme, si je te donne un plan à 1200 calories puis tu perds pas de poids, là, je m'excuse. À moins de vraiment avoir des fuck-up niveau métabolisme, là, tu devrais perdre du poids à 1200 calories. Puis, tu sais, le meilleur exemple de ça, c'est la perception des gens de ce qu'ils vont manger au resto. Ah, poulet rouge, c'est santé. Donc, ton bol, il est 1000 calories, là. Je vais prendre un burger avec la salade au lieu de prendre une frite, mettons. Ta vinaigrette a 300 calories à elle seule. Puis ta boulette va être presque frite. Oui, c'est pas du extra meg qui est là-dedans. C'est des petits détails comme ça que tu accumules au bout de ta semaine, puis tu fais, mais t'es pas en déficit calorique. Puis est-ce que les gens, ils mélangent encore santé avec déficit calorique? Disons non transformé. Non, ben c'est ça, comme santé avec aussi, OK, mais j'ai mangé santé, donc je devrais perdre du gras, donc je devrais avoir un impact visible sur ma shape ou même sur ma peau des fois, tu sais, quand tu manges moins de junk, etc. Mais le problème, c'est que t'es pas en déficit calorique, puis c'est pas que c'est pas santé, mais c'est pas proche de ton objectif non plus. Fait qu'imagine, tu penses que ton burger, t'as fait un choix santé puis que t'es à peu près autour de 500 calories, on va dire. Ça ressemble à ce que je me serais fait chez nous. Tu sais, j'ai pas mis de maillot, j'ai whatever. Mais c'est que c'est pas le cas. T'as peut-être 1200, 1300, 1500 calories là-dedans, pareil. L'huile qui a été... Parce que les salades des restos, je sais pas si vous avez remarqué, là, c'est de l'huile avec des feuilles. C'est parce que souvent, comme les corps gras, ça va être vraiment des véhicules de saveur. Puis ça, les gens ne le savent pas toujours. Mais c'est pour ça que dans la restauration, dans ce domaine-là, leur but, c'est pas de vous faire maigrir, c'est de vous faire manger le plus possible et de vous faire savourer. Puis c'est correct parce que c'est une expérience d'aller au restaurant. Puis tout. Puis pour certaines personnes, c'est vraiment une sortie. On fait pas ça souvent. Puis tout. C'est juste que, comme tu dis, demander à force d'accumuler, tu es quand même peut-être rendu dans un surplus calorique. C'est à faire attention selon tes objectifs aussi. Là. On parle de perte de poids. Là. C'est juste de dire que votre perception de ce que vous faites ou tu sais, j'ai fait un bon workout, tu sais, de un, je suis raquée, puis de deux, j'ai sué beaucoup, j'ai eu vraiment chaud, j'ai été essoufflée. Ça, vous en avez déjà parlé souvent aussi. C'est comme,
Oui, mais ça veut pas dire que tu as brûlé 1500 calories dans ton workout, tu sais. Puis, encore une fois, mais ma montre, elle m'a dit que... Ta montre, elle a beaucoup de marge d'erreur, là. Oui. Tu sais, même, on avait vu dans nos cours, on avait fait une analyse vraiment plus corporelle avec la bio-impédance et tout. Ouais. Puis, il y avait quand même une marge d'erreur. Je pense que c'était comme jusqu'à 3 ou 4 en termes de pourcentage de gras. Là. Fait que c'est quand même... C'est beaucoup. C'est énorme, ceux qui se préparent, là, tu faisais t'as fini ta prep, hein, c'est ça? Ouais. Tu sais, c'est quand même énorme, là, tu sais, vers la fin, j'imagine... Ça se voit. Oui, mais tu sais, honnêtement, même à ça, tu sais... C'est une affaire que je m'étais fait poser comme question fréquemment quand je faisais ma prep. Comme, tu vises quoi comme body fat? Je vise pas un body fat, je vise un look. Tu sais, mettons, pour ceux qui vont faire de la compétition, mettons, moi, pour un photoshoot, ton body fat paraît pas sa photo. C'est pas écrit « je suis à 7%. » Non, c'est ça. Mais tu sur vas un juste stage voir non le look. plus. Mais sur un stage non plus, on en avait parlé. Tu sais, mettons, le sport où est-ce que ta shape, la composition corporelle look, est la plus importante. On se calisse de ton body fat, c'est juste ton look. Fait que tu sais, les gens, souvent, ils obsèdent avec genre le pourcentage de gras. Fait que oui, jusqu'à un certain point, je pense que c'est bien de le rappeler justement que la marge d'erreur, là, oui, elle est quand même présente. est quand même relativement grande. Tu sais, 4% de body fat, ça fait une différence. Oui. Ça peut être moins comme ça peut être plus. Mais c'est ça, mais je veux dire, ça fait majoritairement une différence dans ta tête. Oui. Parce que, ultimement, t'as le même look. Ta perception de ton look peut être différente. Tu sais, si on te dit 4% de moins, tu vas peut-être te voir plus ligne que ce que tu es réellement. Puis si ça donne 4% de plus, tu vas peut-être te voir plus fluffy que ce que tu es réellement. Alors que, objectivement, le body dysmorphia, il est présent. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est juste un rappel de comme le body fat, c'est un autre morceau du casse-tête au même titre que la balance, au même titre que les photos, au même titre que comment tu te sens dans ton linge. Comme il y a plusieurs morceaux à ce casse-tête-là, mais les gens ont tendance à apporter beaucoup d'importance à celui-là. Il y a une grande marge d'erreur, puis deux, ultimement, c'est pas un pourcentage de gras que tu veux. C'est souvent un certain esthétique, un certain look au niveau de la composition corporelle. Tu sais, là, tu parlais de balance aussi, mais ça, on l'a vu souvent. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je m'étais quand même informée. J'avais écouté beaucoup comme de podcasts. J'avais fait beaucoup de lectures aussi avant. Fait que c'est pour ça que ma première année, oui, j'ai appris certaines choses, mais j'avais déjà certaines connaissances avant. Peut-être que mes collègues avaient un petit peu moins, dépendamment de leur background. Mais tu devais quand même être un petit peu plus vieille que la majorité du monde qui commençait. C'est quand même très étonnant. J'ai des gens, je vous dirais, je ne vais pas nommer de chiffres, là, mais j'ai... 64, genre. 92. C'est ça. Donc, je te dirais qu'il y a peut-être le tiers de ma cohorte qui sont quand même de mon âge. Puis même, il y a des gens qui sont plus vieux, là, qui ont des enfants et tout. Fait que c'est quand même chaleur à eux, pour vrai. Mais c'est ça, la balance, c'est vraiment pas un super bon indicateur, honnêtement. Puis c'est parce que tu vas te peser le matin, tu ne pèseras pas la même chose qu'après ton repas, qu'après avoir bu de l'eau. Tu sais, je veux dire, quand tu bois, là, ça ne va pas disparaître dans ton corps. Ça reste à l'intérieur. Quand tu vas te peser sur la balance, tu vas avoir le poids de ton verre d'eau sur la balance. Tu sais, puis des fois, ça peut être un peu moins bien compris. C'est pour ça que la balance, des fois, c'est pas le meilleur indicateur de poids. Toi, en tant que futur nutritionniste, comment est-ce que vous abordez ça, les pertes de gras? Parce que je sais que c'est très différent lorsqu'on va voir une nutritionniste qu'au niveau, justement, bodybuilding, of course, mais aussi coaching naturaux et les coachs qui n'ont pas tant de formation aussi. Ça va être complètement différent comme approche. Fait que vous, comment est-ce que vous abordez ça, la perte de gras? Je sais pas si vous faites des prises de masse. J'ai pas eu encore de stage et quoi que ce soit par rapport à ça, mais de ce que j'ai compris avec ma première année, c'est que nous, on va vraiment d'essayer d'avoir une vision qui est plus globale. Fait que, tu sais, on va vraiment faire une évaluation plus nutritionnelle, comme on parlait tantôt, aller regarder, qu'est-ce que la personne va manger dans son quotidien. C'est sûr qu'il peut y avoir une marge d'erreur, comme on parlait tout à l'heure. Puis, il existe des applications pour ça. Puis, c'est rendu vraiment facile. Tu sais, les gens peuvent prendre en photo leur repas, ils vont envoyer ça. Vous connaissez peut-être les applications, mais bref, ils peuvent les envoyer à leurs professionnels nutri, peu importe, ça peut être peut-être les médecins aussi utilisent ça, je ne le sais pas. Donc, après ça, nous, on reçoit les photos, on peut vraiment par la suite aller analyser ce que la personne va manger. C'est sûr qu'il y a quand même une relation de confiance qui doit s'établir entre le professionnel puis le client. Puis, il faut que le client soit à l'aise de montrer tout ce qu'il va manger dans une journée. Puis, des fois, dans une optique de plaire, surtout envers ton professionnel, tu pourrais peut-être ne pas être porté à envoyer tout ce que tu manges. Des fois, Voici mon binge! C'est ça. Ou, tu sais, mettons, quand tu prépares, je sais pas, tu prépares ton souper. Ah, t'as faim, tu vas manger un petit peu en même temps, tu vas manger 2-3 bouchées. 2-3 bouchées, au long terme, des fois, ça peut être ça qui t'amène vers un surplus de poids aussi. Fait que des fois, c'est vraiment de regarder tout ça, d'analyser tout ça, en discuter avec le client. On a des gabarits pour ça. Fait que vraiment de faire une entrevue à ce niveau-là nutritionnel. Puis par la suite,
c'est quand même touché d'aborder le poids parce qu'on veut pas non plus créer des troubles alimentaires. Puis des fois, il y a peut-être des professionnels qui vont être plus directs, mais nous, on apprend vraiment à avoir une vue plus globale sur, oui, OK, il y a peut-être un surplus de poids, mais est-ce que les impacts au niveau psychologique d'aborder la perte de poids vont être supérieurs aux impacts négatifs du surplus de poids? T'sais, des fois, c'est de regarder tout ça aussi, puis ça, je l'ai vu un peu en ergo, de voir que les troubles alimentaires, là, ça peut être c'est un gros trouble de santé en général, puis ça peut vraiment rendre les gens malheureux, oui, mais ça peut engendrer d'autres conséquences en termes des conséquences physiques aussi. On parle de pertes de menstruation et tout, mais ça peut avoir d'autres effets aussi, plus au niveau physique. Fait que c'est de regarder vraiment tout ça. Fait que c'est vraiment de regarder, oui, OK, il y a un surplus de poids. OK. Premièrement, c'est combien le surplus de poids? Est-ce que c'est 100 livres ou c'est 10 livres, mettons, que la personne voudrait perdre? C'est de regarder l'ampleur, la gravité. Est-ce qu'il y a des impacts aussi au niveau de la santé physique actuelle de la personne? Est-ce que la personne a fait, je sais pas moi, du diabète, de l'hypertension ou est en parfaite santé, elle fait du sport, elle bouge, elle s'entraîne 5 fois semaine, puis elle est juste comme avec ce surplus de poids-là, puis elle est heureuse avec ça? Souvent, les gens, des fois, ils vont venir eux-mêmes en consultation. Des fois, ça va être une référence de la part du médecin. Ça, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans, là, mais des fois, les médecins, je ne sais pas, j'ai entendu certaines choses. Peut-être qu'ils pourraient être portés à faire des références en nutrition quand il y a un certain surplus de poids. Mais ça, je ne le sais pas trop parce que je n'ai pas eu de stage encore. Mais après ça, c'est vraiment au niveau du rôle de la nutrie, de regarder est-ce que vraiment cette référence-là est fondée, est-ce que vraiment il y a un déséquilibre, des impacts physiques. Regardez tout ça. Fait que c'est pas mal ça, je pourrais dire. Sinon, c'est ça. Les troubles, comme on disait, les troubles plus en lien avec la santé mentale, les troubles alimentaires, c'est à considérer. Puis je pense que ça prend de plus en plus de place aussi dans les programmes. Peut-être qu'il y avait moins ça avant. Maintenant, on essaie vraiment plus de garder... Mais c'est bien que vous en parliez plus parce que je pense que c'est de plus en plus présent. Les réseaux sociaux doivent pas aider pour ça. Puis je pense que j'ai vu... Je pourrais pas sortir les statistiques, mais j'ai vu que je pense que c'était une des causes de mortalité les plus élevées en ce moment, je pense, aux États-Unis ou en Amérique, ou je sais pas, là, mais j'ai vu que c'est ça. En tout cas, c'était quand même très fréquent parce que justement, les gens sont sous-nourris. Ils vont littéralement crever de faim. Les réseaux sociaux, là, surtout avec l'été qui arrive, là, on va voir, mettons, des photos sur les réseaux. Puis des fois, c'est des photos qui vont être Photoshop aussi. C'est très facile, la gang Photoshop. Non, c'est jamais. C'est très facile. Honnêtement, n'importe qui, là, puis vraiment n'importe qui, même l'intelligence artificielle, je pense, peut faire ça comme pour toi maintenant. Fait, c'est extrêmement facile. Puis, tu sais, les gens, ils veulent paraître beaux sur les réseaux, puis tout. Puis, c'est comprenant dans une certaine mesure. Tu veux montrer le meilleur de toi-même, puis c'est pas tout le temps facile de montrer ton côté plus vulnérable. Mais je pense que c'est quand même important. Là. Mais dans le fond, c'est pas parce que tu vas voir une fille, ça peut être un gars aussi, là, peu importe, qui va être vraiment lean, qui va être super musclé et tout, que ça va être premièrement le cas dans la vraie vie, que ça va être représentatif de son mode de vie. Puis est-ce que c'est vraiment un mode de vie que toi, tu veux adopter? Parce que des fois, les gens, ils vont voir le résultat, mais ils vont pas voir le parcours qu'il va avoir derrière, puis tout le travail que ça a pris. Ta prep, j'imagine que ça n'a pas dû être facile de te rendre là, tu sais. Ben, c'est drôle parce que je me suis fait poser la question dans mon Q&A tantôt. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose comme ça a l'air facile, entre guillemets, de faire une prep en te regardant aller. Puis, tu sais, j'ai répondu quelque chose comme... Je dis, honnêtement, moi, je trouve pas ça difficile de faire une prep. Dans le sens où, je suis là-dedans depuis assez longtemps pour, tu sais, j'ai pas de difficulté à m'entraîner, j'ai pas de difficulté à faire mes cardio, j'ai pas de difficulté à faire ma meal prep. Ça va bien. Puis, je gère relativement bien le fait de vivre en ayant faim. T'es habitué à ça. Je me suis habitué à ça. Ce que je dis qui est le plus difficile, c'est de gérer le reste. Gérer les clients, gérer les événements sociaux, gérer le monde autour qui ne comprennent pas tout le temps. Le fait que tu t'en viennes de plus en plus fatigué, tu es un peu plus irritable, tu as moins de patience, ce genre d'affaires-là. Fait que mais la prep en soi, je veux dire, si, mettons, j'avais rien à faire sauf faire m'occuper de ma prep, ça serait vraiment pas difficile. Comme je vais faire mon workout à tous les jours, je vais faire mon cardio à tous les jours, ma meal prep est prête, le reste du temps, comme... Tu fais des siestes. Je fais des siestes, je game, whatever, comme ça serait pas difficile. C'est de garder un semblant d'équilibre de vie autour qui est un petit peu plus difficile, puis souvent c'est le côté sociable. Mais tu sais, ce que je disais, c'est fiez-vous pas à moi pour ça. Fiez-vous à moi. Ouais, moi. Ouais, c'est ça, tu sais. Fiez-vous à Jess qui est un fucking mess. Mais tu sais, fiez-vous pas à moi pour ça parce que, justement, j'ai jamais fait de compétition, mais j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'entraînement, la nutrition, tout ça. Fait que je veux dire, pour moi, ça, c'est pas un défi. Mais tu sais, toi qui me regardes faire ça, qui s'entraîne depuis peut-être 1 an ou 2, de façon
relativement intermittente. Tu sais, t'es pas encore super constante au niveau de ton alimentation. C'est pas le temps de faire une prep. Toi, tu trouveras crissement pas ça facile. Mais là. ça dépend s'ils ont le même type de personnalité que toi, puis que le défi les drive. Les drive, comme on mentionnait, c'est que c'est beaucoup une question de génétique aussi, parce que c'est pas tout le monde qui répond à tout. Comme tu avais dit, tu avais un de tes clients que t'as pas fait grand-chose. T'as rien fait de plus qu'avec les autres, mais il a super bien. Puis genre, j'ai vu le avant et le après. Tabarnak que lui, il a progressé, là. L'enfer, là. Oh, ouais. Genre, pour vrai, là, donne-moi une semaine de plus, il embarquait sur un stage, puis il aurait pu gagner. Genre, on aurait dit qu'il avait loadé de stock. Genre, tellement le résultat était incroyable, puis c'est pas ce que Simon fait. Promis, il est naturel, là. Mais comme, c'était. Genre, tu vois, là, avant, tu ne t'attends pas à. Puis on a de l'expérience, là, puis j'ai fait le après, si tu veux, là, c'est quelque chose. Est-ce que vous aviez comme subi la même prep, carrément la même chose? Exactement la même chose. Ben, tu sais, je veux dire, moi, j'étais coaché par quelqu'un d'autre, lui, il était coaché par moi. Mais comme, mais tout ça pour dire qu'il y a des gens, la génétique vont faire qu'ils vont répondre bien. Comme si vous avez tendance à faire des chutes de pression, l'hypoglycémie, blablabla. C'est pas le temps de faire un jeûne. Pas tout à fait le temps de vous couper dans vos calories. Mais le fait que c'est ça, la génétique. Et de 2, le type de personnalité, simplement. Tu sais, même toi, tu carbures au défi. Peut-être qu'à un moment donné, si tu tombes en amour avec ce genre de mode de vie-là, puis t'es comme, hey, ça sera un beau défi pour moi, tu pourrais être une candidate selon ta personnalité qui pourrait aimer ça, faire une prep. Contrairement, comme j'ai dit à moi, un défi, ça me stresse. Moi, je suis bien dans mon équilibre. Mais j'ai des clientes que c'est la même chose. Tu sais, j'ai tout fait pour dissuader mes clientes qui voulaient faire une... J'ai tout fait pour les... Ils voulaient en faire une quand même. Puis il y en a 3 là-dedans que comme... Plus je parlais, plus il y avait des étoiles dans les yeux. Il y en a 2 qui m'ont écrit, justement. Qui étaient comme... Oh my God, ça va être tellement hot comme défi. Moi, j'étais genre, mais oui, mais j'étais en train de vous dire que vous allez souffrir. Puis c'est un gros défi pour moi aussi de leur faire subir ça. Ça va te sortir de ta zone de confort. Ça va me sortir de ma zone de confort parce que moi, je suis tellement justement dans l'équilibre, dans le trouve des solutions, c'est correct. Là, c'est comme ça, non, tu fais ça puis tu fermes ta gueule. Mais c'est vraiment ça. Autant que je suis de même dans la vie en général, mais avec mes clientes, je suis tellement pas comme ça. Je veux tellement pas les brusquer. Justement, comme on dit, les troubles alimentaires. Je sais que c'est des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Fait que pour moi, je prends vraiment ça avec des pinces, puis c'est délicat. Mais si tu as le type de personnalité, puis tu as la génétique pour faire ça, même si tu viens de commencer, go for it. Si c'est un défi, tu n'auras peut-être pas les meilleurs résultats du monde la première fois parce que, bon, tu n'as pas bâti encore beaucoup de masse musculaire, puis on ne sait pas jusqu'où tu es capable de l'aligner, mais au moins, si ça te drive, fais-en. Mais si tu entends ça, puis tu as envie de te gonner, fais-en pas. Si tu veux te comparer, compare-toi avec des gens qui sont relativement du même niveau, du même âge que toi, des gens qui peuvent vraiment se comparer à toi parce que, exemple, on parle d'entraînement, mettons, moi, dans la création de contenu, au début, j'avais tendance à me comparer avec des gens qui font ça depuis 5-10 ans, là, ça m'aidait pas, ça m'encourageait pas non plus à vouloir continuer. Je me dis, hey, moi, je publie, je mets tant de temps dans les vidéos, on en a parlé tantôt, puis hey, je vais avoir juste 1000 vues, puis elle a fait ça depuis... au début, je le savais pas, là, mais mettons, cette personne-là va publier une vidéo, puis elle va avoir, mettons, 100 000 vues. Mais là, pourquoi moi, j'ai pas ces vues-là? Fait que c'est de regarder, OK, ben moi, j'ai, mettons, 108 posts, je pense. Elle en a peut-être 800, OK? Fait que elle fait ça depuis pas mal plus longtemps, puis ça peut être applicable à d'autres choses aussi dans un contexte de vie. Donc, puis il y a un contexte de chance aussi. Des fois, tu vas faire une vidéo pour aucune raison, ça devient viral. Exact. Ah ouais, j'écoutais Hormozy en parler à un moment donné où est-ce qu'il disait, tu sais, lui, parce qu'il y a une chaîne YouTube où est-ce qu'il va faire un paquet de vidéos, puis il dit, tu sais, quelqu'un qui est relativement débutant en création de contenu versus quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience, ça va être 2 mondes différents dans le sens où la personne qui est débutante comprendra pas pourquoi quelqu'un qui est là depuis longtemps va avoir le succès qu'il a versus la personne qui est là va être capable de reconnaître des micro-détails qui vont faire que il a commencé la vidéo en disant telle affaire. Puis ça, c'est quelque chose qui va accrocher. Puis après ça, il a enchaîné avec telle affaire, puis il a fait tel visuel, puis il a utilisé telle couleur, puis tu sais, whatever. Fait que, mais la personne qui commence, elle n'a juste pas l'expérience là-dedans, c'est normal. Elle voit juste le résultat, puis elle est comme, mais moi, j'essaie de faire la même chose, puis ça pogne pas, mais c'est parce qu'il y a il y a plein de détails que tu remarques pas. Puis lui, c'est c'est le Killer Noodle à Jess qui m'a influencé. Ça, c'est une affaire que lui avait dit. Il dit, pendant une période de temps, là, chaque vidéo qu'on publiait, on les analysait comme par après, on les regardait au complet. Puis là, mettons, celles qui ont pogné un peu plus. Puis là, OK, par rapport à celles qui ont pogné un peu moins, puis là, on essayait de trouver, OK, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans telle vidéo, puis dans telle vidéo, puis là, on était comme, dans telle vidéo, on a fait telle affaire, mais dans celle-là, on l'a pas faite. On va essayer de le refaire dans une prochaine, voir comment... Mais tu sais,
eux, c'est ça leur job. Hey, c'est de l'investissement, C'est ça, avec beaucoup d'analyser tes propres C'est pour ça stats. que c'est ça la différence entre quelqu'un qui fait du content de façon, entre guillemets, professionnelle, puis quelqu'un qui le fait plus de façon, je vais dire, amateur, mais qui a peut-être moins d'expérience là-dedans, disons. Tu sais, je veux dire, même moi, là, je me considère turbo amateur, même si je fais beaucoup de contenu, mais je le fais pas de façon professionnelle, je suis pas payé pour le faire à rien. Tu sais, je monétise sweet fuck all du content que je fais. Mais c'est ça, tu sais, moi, je le fais. C'est pas ça ma job. Tu sais, moi, ma job, c'est de coacher du monde. C'est ça que je veux faire le plus. Ouais. Mais il y a un monde de différence entre les deux, là. Puis c'est difficile aussi parce que ce qui peut pogner pour quelqu'un peut ne pas pogner pour toi aussi. Tu sais, on parle, mettons, là, de l'esthétique puis les hooks. Il y a du monde qui font de la merde comme vidéo filmée avec le ciel fucking flou et ça devient viral. Il y a absolument rien de pertinent dans la vidéo. Il y a aucun élément qui aurait dû, mais les gens ont décidé que c'était le holy grail de genre la vidéo de l'année. Ouais. Des fois, il n'y a rien à comprendre dans l'algorithme. Puis des fois, c'est juste ta personnalité va fitter de cette façon-là, alors que de cette façon-là, ça fonctionne pas tant que ça. Mais ça, c'est une affaire, j'allais dire. Jordan Sayat, pour moi, c'est le meilleur exemple parce que la grande majorité de ses extraits de content qu'il fait, c'est lui qui se filme avec son sel de même, puis il parle de même, puis c'est comme, comme il bouge beaucoup, mais comme lui, c'est sa personnalité qui fait que le monde embarque. Le monde embarque. Il est cru, il est direct, il est funny, comme il y a toujours une touche humoristique là-dedans. Selon moi, c'est un des meilleurs que je vois sur les réseaux sociaux pour rendre quelque chose de plus complexe, ultra simple, pour que vraiment le monsieur, madame, tout le monde soit capable de le... Oui, comme Jess, je trouve que moi, je suis bon dans mes analogies. Lui, il est vraiment un step au-dessus. Là, il est vraiment bon. Puis, justement, il avait sorti, je l'avais publié en thread. J'avais juste fait comme un quote de ce qu'il avait dit parce que je trouvais ça vraiment bon. Où est-ce qu'il disait... Il s'était fait poser en question en Q&A. Est-ce que si j'ai juste dépensé, mettons, 100 à 200 calories dans un workout, est-ce que c'est un bon workout pareil? Puis il avait juste répondu, demandez si ton workout est bon parce que t'as, entre guillemets, juste brûlé 100 à 200 calories. C'est comme demander si un livre est bon parce qu'il y a juste 100 à 200 pages dedans. C'est pas le nombre de pages qui fait que le livre est bon, c'est le contenu qui est dedans. C'est le même principe pour tes workouts. C'est pas le combien de calories que t'as brûlé qui fait que ton workout était bon, c'est qu'est-ce que t'as fait dans ton workout. Fait que, tu sais, il est vraiment bon pour rendre des affaires qui... Tu sais, je comprends la question venant de quelqu'un qui est peut-être un peu moins là-dedans, qui comprend un peu moins, mais l'analogie est tellement simple que tu fais comme « Ah ouais, je comprends. OK, c'est... » Vraiment. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, je remarque des fois, tu sais, les vidéos, exemple, qui vont durer 10 secondes, c'est les vidéos qui vont pogner le plus. Oui, parce que le attention span du monde, il n'est pas même long. Exactement. Fait que c'est ça. C'est super important aussi d'attirer l'attention dès les 3 premières secondes. Tu sais, on le dit souvent, mais c'est super important. Puis, tu sais, même moi, tu sais, je veux dire, tu vas scroller, tu vas être sur TikTok, Instagram et tout. Puis, je veux dire, si t'es pas attiré vers la vidéo dans les 3 premières secondes, tu vas aller voir autre chose. 100%. Puis, il y a tellement de contenu maintenant aussi qu'il faut vraiment essayer d'attirer le plus l'attention au maximum. Mais c'est ça que Hormozy disait que je trouve intéressant, où est-ce qu'il disait, tu sais, il dit, selon moi, c'est pas tant que les gens ont plus de attention span, c'est juste que maintenant, il y a tellement de monde qui se battent pour avoir ton attention que maintenant, tu es beaucoup plus sélectif sur quoi tu vas mettre ton attention. Parce qu'il dit, à partir du moment où tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse, là, tu vas en donner de l'attention là-dessus. Mais c'est ça que j'ai remarqué, moi aussi. Ben, c'est ça. Fait que de moi-même, genre, je suis comme... Des fois, la vidéo peut durer 10 minutes, puis je suis là, puis genre... Exact. Bon, en x2, parce que... Fait que c'est juste qu'il y a une façon d'attirer l'attention au début pour que tu sois intéressé à regarder, mais après ça, ben là, tu vas donner ton content. Mais c'est pas tant une question que les gens ont plus d'attention à donner, c'est juste que il y a tellement de places où tu peux la mettre. Exact, que c'est juste, tu vas être beaucoup plus sélectif sur quoi tu peux mettre ton attention. Absolument. Puis vous, est-ce que vous le remarquez aussi dans vos publications au niveau du podcast aussi? 100%. Ouais. 100%. Puis tu sais, c'est drôle parce que c'est arrivé 2 fois dans les comme plus ou moins 2 derniers mois où est-ce que j'ai publié des extraits de podcasts où est-ce que c'était un extrait qui était un petit peu plus court, puis 2, un peu plus comme pognant, mettons, là, comme j'étais un peu plus cru dedans, puis Jess embarquait dans une des 2 vidéos aussi quand on parlait des édulcorants. Puis c'est drôle parce que les 2, ça a fait la même affaire. Les 2, ça a vraiment levé. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, bon, 1, c'était plus short. Fait que, tu sais, on garde pas l'attention du monde trop longtemps. Puis 2, c'est comme, je te rentre dans les dents direct en partant. Les gens sont comme, wow. Oh, ça me tente de continuer à regarder. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, veux pas. On a un podcast qui s'appelle Woke Up at Joe's Violence. Il y a bien du monde, tu sais, quand tu vois juste le clip, tu connais pas nécessairement la personne, ça donne que, tu sais, tu le vois. J'en parlais avec mon meilleur chum la semaine passée, il était comme, il dit, ouais, genre, la blonde d'un de mes amis m'a dit qu'elle avait vu ta publication, puis elle te suit pas fuck all, tu sais. Fait que des fois, c'est juste, c'est une publication qui a été, comme, mise de l'avant. Mais
sais, ça, c'est le genre d'affaire qu'on remarque. OK, t'es un peu plus cru, tu gardes pas le... Bon, ça pogne. Fait que, techniquement, si je voulais vraiment mettre l'emphase sur je veux être un peu plus viral, entre guillemets, je pourrais probablement mettre l'emphase là-dessus. Mais ultimement, le c'est but... quoi ton objectif final derrière ça? C'est-tu d'attirer l'attention ou de garder tes abonnés aussi? Parce que je pourrais bien dire n'importe quoi, puis attirer un maximum de personnes, mais je veux dire, je resterais pas moi-même là-dedans, puis en même temps, peut-être que mes abonnés seraient comme « Ah, c'est pas Chloé, ça, je vais me désabonner. » Fait qu'au final, au long terme, je sais pas à quel point c'est vraiment bien non plus. C'est de garder un certain équilibre aussi. C'est pour ça que, tu sais, c'est... Pour moi, ça colle parce qu'on a un podcast qui s'appelle Woke Up and Chose Violence. Après ça, le monde me demande pourquoi je suis sarcastique. Fait que, tu sais, avec moi, ça colle. C'est pas nécessairement 100% du contenu que je ferais parce qu'à un moment donné, ça deviendrait agressant aussi. Là, mais comme de temps en temps, d'en avoir un pognant, je parce que t'es vraiment arrogant, sinon. Oui, mais ça, ça fait longtemps que c'était établi. Mais, tu sais, d'en avoir un de temps en temps comme ça, mais c'est parce que ça fit avec moi. Je suis pas en train de dire, hey, tu veux être viral, fais quelque chose de, qui va être un peu plus pognant. Puis, tu sais. En même temps, le gars qui a commencé sa vidéo avec t'es tanné d'avoir des petits totons mous puis de ressembler à un singe, ça pogne. J'ai pas vu cette vidéo, mais je te l'enverrai si tu veux. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaire que je pourrais faire, mais tu sais, c'est qu'encore une fois, comme tu dis, c'est quoi l'objectif? Moi, mon objectif, c'est juste d'aider le monde. Fait que de temps en temps, je vais en envoyer une vidéo de même parce que ça pogne un peu plus. Puis ultimement, moi, je considère ce genre de clip-là comme je vais attirer du monde à ma page pour qu'après ça, ils puissent regarder comme tout le content qui est plus dans la nuance, qui est plus dans, tu sais, whatever. Mais je pense que ça en prend des affaires comme ça. C'est juste qu'il y a du monde qui ont juste ça comme content. Là. Juste genre, je te rentre dedans, t'es un tas de merde, puis comme t'es un déchet, tu sais. Mais souvent, comme ces personnes-là aussi vont pas nécessairement avoir une carrière où, tu sais, on parlait d'autres professionnels tantôt, moi, je pourrais jamais faire des choses comme ça, là, parce que ce serait carrément contraire à mon code de déontologie. As it should. Oui, c'est ça. Donc, puis je peux comprendre, tu sais, je veux dire, tu sais, la crédibilité, on en parlait aussi, tu sais, c'est vraiment subjectif. Puis je pense qu'il y a quand même deux formes de crédibilité. Il y a la crédibilité qui va être basée sur ton parcours universitaire, sur ton bout de papier, peu importe ton diplôme. Ton expérience, ton expérience aussi, sur tes compétences. Puis pour d'autres personnes, mais ça va être vraiment comme la crédibilité, ça va être basé sur un nombre de likes, un nombre d'abonnés et tout. Donc, c'est important d'avoir quand même un certain équilibre entre les deux pour pouvoir partager ce qu'on veut partager sur les réseaux. 100%. Ouais. Si tu avais un mot de la fin sur lequel laisser les gens, peu importe c'est quoi, nutrition, création de contenu, recettes. OK. Un petit mot de la fin, je dirais, premièrement, vous avez vu comme l'ampleur que ça peut avoir de faire une vidéo sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux. Fait que des fois, juste de... Là, je parle de moi, mais ça peut être n'importe qui. Les animateurs aussi, ils passent beaucoup de temps à faire le podcast. Fait que des fois, juste d'aller animateur de camp de jour. Animateur de camp de jour, peu importe. Vraiment comme d'aller faire des commentaires positifs. Ça peut vraiment comme nous encourager à continuer et à faire ce qu'on fait. Puis ça peut être des commentaires constructifs. Donc, juste de laisser des fois un petit like, un petit commentaire, un partage. Ça peut vraiment nous donner vraiment raison de continuer par la suite. Like, partage, commente, abonne-toi. Absolument. Si jamais les gens voulaient te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, regarder ton contenu puis aller encourager ton contenu, c'est ça? Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est la Nutrifutée, mais vous pouvez aussi me trouver sous le nom de Chloé Rousse. Sinon, TikTok aussi, même chose. Sinon, courriel, chloé.rousse-nutrition@gmail.com. Très cool. Hey, merci de t'être déplacé de Valleyfield pour nous faire Bon, il fallait que tu dises Ben oui, 100%. Oui, Valleyfield, la gang. Ben oui. Mais merci de t'être déplacé pour faire ça avec nous autres aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'était super le fun, agréable. Désolé pour le petit délai. Ouais, le petit délai de 2 heures. C'est vraiment pas grave. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Jess! www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos suppléments NIH. Ils ont sorti les électrolytes, puis ils sont... Yes! Ils sont vraiment bons. Je les ai finis tantôt. Là. J'en ai pas de besoin. Là. Je suis pas assez pour ça, mais j'en bois tous les jours. C'est trop bon. Moi, j'ai vraiment hâte de les essayer. Ah, à la pêche. J'ai pas goûté l'autre encore, mais à la pêche. Sinon, tous les autres suppléments NIH, ils sont bons. Je les aime. Voilà. Sinon, si jamais vous vouliez de la merch aussi, machine pour vos oversize pour le gym, le code, le lien va être dans la description WUACV10. Je me mélange tout le temps. Si tu fais genre 72 épisodes qu'on fait, puis je me mélange encore. Le lien va être dans la description avec le code WUACV10, puis on se voit pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!